Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour, bonsoir, je suis Dominique Cordier, nous sommes réunis au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance. Autour de cette table, Gilles Curin. Salut Gilles. Salut Dominique, bonsoir à tous. Et vous êtes venu avec toute votre bande, vous allez nous les présenter. Bien sûr, venu avec mon Tony, comme d'habitude. Voilà. Mon ami Christian David et mon ami de Vichy, Eric Ivoire. Eh ben voilà, super. En ligne, Julien Philippon. Salut Julien. Salut Dominique. Vous retrouverez les pronos du galop, parce qu'on va aller à Saint-Cloud pour la dernière belle réunion de l'année avec les derniers groupes 1 de la saison. Vous retrouverez les pronostics de Cédric Philippe et de Samy Boisa. L'obstacle, ce sera avec Thomas Borin et Samy Boisa. Le trot enregistré par Alexandre de Koopman. Et nous aurons des invités. Philippe Faucampré dans quelques minutes. Et on va commencer tout de suite avec Hubert Benaïm, qui est très actif au sein de la société de course de Salon de Provence, qui organise sa fête de la bière. Alors, je la connais en ce moment à Maubeuge, mais là, à l'autre bout de la France, il y en a une aussi. On attend 3000 personnes sur l'hippodrome. Hubert Benaïm, bonsoir. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Oui, effectivement, c'est une fête qui est chère au président de la Société des courses de Salon de Provence, Monsieur Yves Jacquin, qui l'a mise en place il y a déjà quelques années. Et c'est vrai qu'elle connaît un succès vraiment toujours constant. Et chaque année, on accueille selon le temps, parce qu'on espère une météo favorable, on accueille entre 2000 et 3000 personnes. Et c'est vraiment la fête. Il y a une ambiance extraordinaire avec, il y a une choucroute géante qui est servie sous chapiteau. D'ailleurs, si vous voulez venir, vous êtes tous les bienvenus, bien sûr. Et puis, tout au long de l'après-midi, on a un orchestre bavarois, l'orchestre Mayer. Et vraiment, c'est assez incroyable, moi qui joue sur les hippodromes depuis des années. Eh bien, les gens dansent. Ils dansent parce qu'il les fait danser. C'est des airs bien connus, évidemment. Et autour du podium, vous voyez les gens danser. D'ailleurs, moi-même qui assure l'animation avec Jean-Philippe Thomas, on organise des petits jeux et ceux qui dansent le mieux reçoivent des cadeaux PMU, des goodies, des petits sacs. Alors, évidemment, ces 2 jours de course sont remplacés sous le signe de Race and Care, puisque avec le bien-être animal, et c'est vrai que depuis que ce label a été créé, on est tous attentifs à cela et on essaie d'apporter, je crois qu'on a toujours apporté du bien-être animal, mais on est encore plus sensible en ce moment. Et là, il va y avoir 2 jours de fête, puisque le président Yves Jacquin a souhaité réunir ces 2 réunions pour faire une espèce de festival du trot à Salon. Donc le festival commencera samedi, dimanche, avec des courses d'un très bon niveau, puisqu'il y aura un groupe 3 dans le Grand Prix de Salon de Provence, une très belle course qui a réuni 13 partants et quelques bons chevaux. Et d'ailleurs, Alexandre de Koopman, je pense, votre race du pronostic dans la région va vous décortiquer tout ça et vous donnera de beaux gagnants. Et évidemment, il y aura beaucoup d'animations tout au long de cet après-midi pour les enfants. Voiture suiveuse. On la connaît. Pour les vous avez adultes, raison. Je vous interromps, Hubert, parce que il faut aller à Salon de Provence samedi et dimanche. Et effectivement, vous faites bien de le rappeler, dimanche et samedi, nous aurons les pronostics d'Alexandre de Koopman pour bien jouer et gagner sur l'hippodrome. 3000 personnes attendues. Hubert, vous avez été directeur de la publication de plusieurs titres, et notamment Tiercé Magazine. Maintenant, vous êtes un peu retiré des voitures, mais pas des courses. On vous a lu dans le Vénard il y a un mois de cela avec 2 beaux articles. Un qui détaillait tous les problèmes auxquels étaient confrontés le PMU, les sociétés mères et les joueurs, et ensuite les solutions que vous préconisiez. Et suite à ces articles, vous avez été reçu par Eric Woerth. Que lui avez-vous dit à celui qui est chargé de mettre en place le plan PMU 2030 et surtout le nouveau décret? Alors écoutez, effectivement, j'ai eu ce privilège et j'étais très heureux de pouvoir m'entretenir avec Eric Woerth. Alors la première chose qui m'a frappé, c'est sa faculté d'écoute qui est assez extraordinaire pour un homme de ce niveau.
Écoutez, l'entretien a duré 45 minutes. J'ai dû parler 44 minutes. Il m'a écouté très attentivement. Il a pris des notes. Je lui ai expliqué, j'ai essayé de lui expliquer pourquoi le PMU avait perdu 3 millions de turfistes en l'espace de 15 ans, ce qui est assez incroyable. Mais les raisons sont là. On a pu, dans l'article, j'ai pu le détailler. Et il y a, avec un mot, pour résumer tout cela, parce que je pense qu'on ne va pas rentrer dans les détails, je dirais qu'il y a eu une perte de confiance de la part des turfistes qui est très nette et qui a abandonné progressivement ce jeu parce qu'ils ont perdu confiance dans ce jeu qui était un jeu dit intelligent, où on se faisait plaisir, où on prenait plaisir à trouver la solution, et qui est devenu un jeu trop compliqué pour eux, notamment au galop, et ils ont fini par jeter l'épaule progressivement. Et là, seuls restent vraiment ceux qui, j'ai presque envie de dire les initiés et les super initiés, c'est-à-dire les GPI, qui ne font pas que du bien au PMU, même s'ils apportent une très grosse recette. Il y a une baisse des rapports aussi qui a fait que des turfistes se sont détournés de ce jeu. Et ensuite, on a abordé le problème de la relance. Bon, ça, c'est le plus dur. Chacun a sa solution. Bon, moi, j'ai préconisé 2 solutions, 2 possibilités, on va dire. Il m'a écouté très attentivement, Eric Woerth. Il a même souhaité me rencontrer une 2e fois, parce que c'est très difficile encore pour lui de rentrer dans la technique. Quand on parle, nous, de champ, de possibilités de faire des combinaisons élargies, etc., ce sont encore des mots qu'il a besoin de maîtriser. Et quand on rentre vraiment dans la petite cuisine pour éventuellement un pari vertical, bon là, il faudra du temps pour bien détailler. Donc, on doit se rencontrer une 2e fois. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, le PMU, si vous voulez, on est devant une impasse. On est passé de 3 chevaux à 4. Ensuite, on est passé à 5. On ne va pas passer à 6. Donc, on est coincé. On a créé ce numéro plus qui était pas si mal que cela. On a voulu changer après avec le Quintet Plus Max, qui est une aberration. Et en 2 mots, je vais vous dire pourquoi. On a mis 10 ans pour créer une clientèle flexi au PMU. À 50%, on a appris aux gens à jouer à 50, à 25 et même à 10%. Et là, on leur demande d'un coup d'un seul de débourser 50% de plus de leur mise pour avoir accès à un numéro aléatoire. Ça ne pouvait pas marcher. C'est impossible, c'est une aberration. Vous savez, le turfiste, il est très malin, il sent les choses. Et quand il y a une bonne affaire, il la fait. Et quand elle n'est pas bonne, il ne la prend pas. Hubert, ça, vous savez. J'ai bien compris. Hubert, on va tout de suite se tourner vers Julien Philippon. Vous parlez de la déperdition. On a perdu, c'est vrai, ça a été annoncé par Richard Viel il y a quelques mois, on a perdu la moitié des clients depuis 15 ans. Julien, 6 millions à 3 millions. Voilà, Julien, en cause, le prélèvement aussi, quand on parle d'un prélèvement au quintet, ce n'est pas un prélèvement anodin. Ben, ça tombe bien que vous abordiez ce sujet avec Hubert parce que je me suis intéressé vraiment de près à quelque chose là il y a peu de temps. C'est le prélèvement particulièrement sur le quintet et ce qu'on appelle le fonds de réserve. C'est quelque chose qui a particulièrement été abondé depuis qu'on a sorti des GPI du jeu quintet. Là-dessus, on a rajouté au taux de prélèvement légal 2,6%, donc on est passé à quasiment 38%. Et vous avez une petite ligne dessous qu'ils appellent ce qu'on appelle le fonds de réserve, qui sert à constituer les cagnottes que vous voyez, par exemple, le jour de l'Arc ou un dimanche de temps en temps, quand il y a 1 million d'euros ou 3 millions. Déjà, encore une fois, on se détourne quand même du principe du pari mutuel, puisque la personne qui joue le quintet tel jour n'est pas forcément celle qui va rejouer le quintet du dimanche suivant. Pour les boosts. Mais si vous regardez sur un jeu, donc par nature à 100%, vous avez un prélèvement de 38%, 5% de fonds de réserve sont pris sur le dur et 8% sur le net sur le jeu quintet. Alors moi, je fais un petit calcul rapide, vous calculez à peu près 3 millions d'euros de moyenne par quintet, c'est plus ceux du lundi, mais si vous faites la moyenne avec ceux du samedi, du dimanche, dur plus net, on arrive à peu près à 3 millions. Si vous calculez entre 5 et 8% que vous appliquez à chaque fois, grosso modo, vous allez avoir 150 000 euros de jeu par quintet qui, en plus du prélèvement légal, sont prélevés au détriment des parieurs du jour pour être mis lors des tirelires. Lorsque vous faites une tirelire, le million, ou les 2 millions, ou les 3 millions qu'on sont dans la tirelire sont reversés sur les enjeux du quintet ordre gagnant, enfin du quintet ordre, pas sur le désordre et pas sur les bonus.
Donc en fait, par nature, c'est souvent des gros gains, même si c'est souvent sur des courses du Prix d'Amérique ou Prix de l'Arc de Triomphe qui sont peut-être amenés à amener des favoris. Et donc en fait, du coup, cet argent-là, il tombe d'un coup dans la caisse de quelques personnes et ça fait que ça revient pas dans le système. Donc le point où je veux vous amener, c'est que imaginez donc 150 000 prélevés quasiment par quintet. Là-dessus, bon, on enlève encore les quintets ordres parce qu'au galop, et encore, faut pas tomber sur un quintet ordre GNT, mais le quintet ordre au galop. Si vous prenez le reste des rendra rapports, le quintet des ordres, le bonus 4 sur 5 et le bonus 3. En règle générale, les gens qui vont toucher à ces jeux-là vont ou retourner à la caisse, jouer le lendemain et le surlendemain pour espérer des gains meilleurs, ou possiblement, si vous touchez un désordre, vous allez les rejouer progressivement sur les 15 jours ou sur le mois qui suit. Donc en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que au moment où on est en train de chercher, de voir le quintet décroître, est-ce que c'est une bonne idée de prélever 5% sur chaque quintet, alors que lorsque vous remettez l'ordre, non seulement vous le remettez pas dans le système, puisque c'est quelques gagnants qui se partagent une caisse, mais qu'en plus on constate que à l'époque, il y a 4-5 ans, on avait des quintets qui allaient jusqu'à 7 millions, 8 millions, voire même peut-être pas loin de 9-10 millions d'enjeux sur des prix d'Amérique, et qu'aujourd'hui, un jour d'arc, vous faites que 5 millions d'eux. Ça veut dire que, en fait, vos 3 millions que vous mettez en tirelire, vous les avez même pas en additif de quintet. Donc autant, on va dire, sur 50 000 euros rebalancés, donc sur une semaine, ça fait quasiment 1 million d'euros. Vous enlevez sur les quintets ordres, allez, on va dire qu'il reste entre 7 et 800 000. Ça fait 7 ou 800 000 que vous redonnez quasiment de cash flow qui peuvent repartir sur le quintet. Ça serait quand même un sacré coup d'essence. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une vraie grande idée de prélever voilà, je suis désolé d'être entré un peu dans une explication technique, mais est-ce que c'est un bon choix de prélever pour aller tout foutre sur une tirelire qu'on gagnera à des quintets ordres gagnants au lieu de abonder au quotidien sur les joueurs, comme dirait Hubert, un peu les derniers irréductibles joueurs, à qui on pourrait largement bonifier leur bonus, leur quintet désordre, pardon, et leur bonus. Non, mais c'est une vraie question. De manière à ne plus avoir des... Oui. On a eu un quintet 8% sur le quintet en ligne, c'est colossal de prélever 8% en plus des 38%. Et on a une tirelire, je charriais quelqu'un qui me parlait, parce que je disais qu'il y avait le traditionnel prix des pigeons, et Pierre-Joseph Goss m'a repris en disant tu peux pas dire quand même que les parieurs sont des pigeons, mais sincèrement proposer un jeu où tous les jours vous êtes taxé avant de commencer à hauteur de 42% sur le dur et 45% sur le net. Comment vous voulez laisser une demi-chance à des gens de rester dans la course? Alors, comme le dit très bien Hubert, les gens, ils sentent ça. Ils sentent pas ça comme moi qui le nez dedans du matin au soir, mais ils le sentent progressivement. En fait, quand il n'y a plus le plaisir par rapport à leur billet qui va tenir et qui va quand même être ludique, qu'ils ont plus l'espoir de gagner un gain, petit à petit, ils se détournent. Là, regardez en ce moment, depuis un mois, les enjeux en simple gagnant placé du quintet sont en train d'exploser. Ils ont mis longtemps les joueurs à comprendre. Mais à un moment, les fameuses prises de chevaux qui étaient à 20, qui finissaient à 12 et tout, quand ils ont vu que c'était durable et que ça revenait, d'ailleurs, il y en a beaucoup moins en ce moment. Comme par hasard, vous en voyez moins depuis un mois des grosses prises dans le quintet. Mais les joueurs, ils sont pas cons, ils se flairent, ils partent pas tout de suite parce qu'il y a un peu des habitudes. Et puis à un moment, ils disent stop, ils tirent le rideau. Ben voilà qui est dit. Quoi d'autre au sujet de votre... Vous allez, Julien Philippon, vous allez être reçu prochainement par Eric Woerth? Écoutez, cette semaine, j'ai reçu un coup de téléphone d'un secrétariat qui m'a dit qu'il voulait me rencontrer et qui m'a proposé, mais il m'a pas rappelé. Donc je sais pas s'il faut être ou pas. Enfin, je crois que oui, puisque son secrétariat m'a appelé il va me proposer des dates. Donc j'imagine que oui, mais je l'ai pas encore rencontré. Samy Boisa, vous avez été contacté par Eric Woerth? Malheureusement, non. Ouais, j'ai oublié de vous saluer, j'ai oublié de vous présenter. Oui, merci, donc voilà, bon. Et c'est Samy qui fait la réalisation, mais ça, vous l'aviez bien évidemment deviné, comme chaque vendredi. Merci Hubert Menaïm d'être passé par Radio Balance. On va maintenant... Merci beaucoup, Dominique. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Il était avec nous Philippe Faucampré, président du syndicat national des propriétaires au galop, qui organisait cette semaine à Deauville son assemblée générale. Salut Philippe. Salut. Toujours avec nous. Vous allez bien les amis? Oui. Nous allons bien. Toujours avec nous Julien Philippon. Bonsoir à tous. Plusieurs choses à vous dire. Ouais. Ben, oui. Julien, c'est mon candidat à la direction du PMU. Oui. On a... Alors, à ce sujet-là, on aurait aperçu Mathieu Drida, actuellement directeur général d'Unibet, dans les locaux du PMU. C'était hier. Donc, c'est chaud bouillant pour qu'il signe et qu'il prenne la direction générale du Paris Mutuel Urbain. On peut dire que c'est une nomination qui est imminente, mais là, on est toujours en négociation. Parlant du PMU, quelques chiffres qui vont vous intéresser, Julien et Philippe.
Moins 290 millions depuis le début de l'année, VS 2024. Moins 4,1% de baisse des enjeux. En octobre, on a fait moins 5 et moins 6. On est en train de faire moins 5 et moins 6, c'est la cata. En septembre, on a fait moins 4 et on estime le résultat net qui sera reversé aux sociétés mères pour l'exercice 2025 à 790, autrement dit, bien en deçà des 800 millions. À ce sujet-là, vous savez qu'on est en train de préparer des budgets pour 2026 qui seront cotés entre 744 et 750 millions. Il y avait une grosse réunion, c'était mercredi au PMU, à laquelle participaient les directeurs de l'opérateur ainsi que le directeur général par intérim, M. Kurt. Il y avait des représentants du TRO, messieurs Barjon, Mopa et Barentin, le président de la société mère, le directeur des courses et le directeur administratif, autrement dit. Et il y avait un seul représentant pour le galop, c'est surprenant, il n'y avait que Guillaume de Saint-Seine. Les autres membres de France Gallo, administratifs ou élus qui avaient été conviés à cette réunion, n'étaient pas là. Et on nous dit qu'après, pour France Gallo, parce qu'on l'a entendu cette semaine, on va en parler avec Philippe Faucampré, le PMU, c'est un vrai sujet pour les gens de France Gallo. On a appris ce matin, alors là, c'est un coup de tonnerre quand même qui a beaucoup crispé en lisant Jour de Gallo, qu'un plan social se préparait. Il devrait être annoncé le 3 novembre prochain lors d'un conseil d'administration, un plan social qui consisterait à des départs volontaires. Et Julien, on a remis sur la table, plus exactement, le directeur de la publication Le Jour de Gallo a remis sur la table la possible vente de Saint-Cloud, estimée aujourd'hui à 20 millions d'euros, ce qui ne fait plaisir à personne. La phrase a changé et c'est en ça qu'elle m'inquiète depuis qu'on sait que Mayolker a un rôle vraiment prépondérant dans on va expliquer. Conseil et communication autour de France Gallo. Vous faites le bien de le dire, il est directeur de la publication de Jour de Gallo, mais il est également chargé de communication auprès de France Gallo. Et conseiller, oui, et de son président. Conseiller auprès du président. J'ai bien lu entre les lignes. Vous avez tout bien lu. On avait parlé la semaine dernière de son papier qui expliquait toutes les pistes d'exploration possible. Alors, on est passé de piste la semaine dernière à une possible la phrase, vente. La possible fermeture d'un site, Saint-Cloud clairement envisagé. Donc là, la façon dont c'est écrit, c'est plus du tout déjà le même ton que la semaine dernière. Alors, pour être tout à fait sincère, avec Julien, vous, la semaine dernière, j'ai rigolé un peu au fond de moi. Je me suis dit, bon, quand même, ils ont les mêmes chiffres que moi, donc ils sont pas plus cons que moi. Il y a une vraie règle en politique qui consiste souvent à allumer un énorme feu, suivi de plein de petits feux. Et puis quand vous rentrez dans la négo, d'un seul coup, vous avez des mecs qui disent mais non, vous n'avez pas fermé Saint-Cloud. Donc à mon sens, Saint-Cloud c'était l'énorme feu qu'on allait dire bon on vous a écouté, on fermera pas Saint-Cloud, mais on va vous faire avaler les 5-6 couleuvres de dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Un cavalier en fait. Généralement en politique. Mais à force de le voir, je commence vraiment à penser que on aurait la folie de fermer l'hippodrome qui récolte les meilleurs enjeux. Enfin, rien qu'en le disant, la phrase peut faire sourire. Philippe Faucampré. Non, mais moi, je peux vous confirmer que Mayolker, c'est bien le bras publicitaire où on annonce des choses du fait ne serait-ce que de ce qui touche par France Gallo à l'année, que d'autres médias ne touchez pas, où là, il y a une partie, on va dire, de concurrence déloyale. Oui, parce qu'il prend l'information à la source. Et ça, vous le savez bien, c'est votre rôle également d'informateur. Bon, maintenant, pourquoi vous n'avez pas, vous non plus, des subventions? Pourquoi tout ce qui est Galorama, France Cyr et autres n'ont pas de subventions? Ça, c'est à vous, messieurs, de vous défendre. Il y a une loi qui s'appelle en France la loi de la libre concurrence, et cette libre concurrence, elle ne doit pas être entachée par des gens qui sont favorisés. La loi du favoritisme. Mais vous cotisez, vous, à Jour de Gallo, Philippe Faucampré? Oui, je cotise pour mes adhérents. D'accord. Pour certains adhérents et en fonction des gens, il y a des gens qui annulent leur abonnement, il y en a d'autres qui le souhaitent. Nous sommes en pleine restructuration. Moi, j'ai pris le syndicat où ça faisait 10 ans ça fait toujours, malheureusement encore cette année, 10 ans que des déficits s'accumulent. J'ai décidé au niveau du syndicat de
de blanchir, d'arriver à avoir des comptes qui soient à zéro, voire positifs. On est obligé dans les restructurations, et quand vous parlez des restructurations obligatoires qui vont arriver à France Gallo, nous on y est passé, on avait une seule salariée, on a réussi dans un terrain d'entente et dans on va dire dans une discussion à faire une séparation amiable qui nous permettra, je l'espère, à fin 2026, d'équilibrer et de positiver nos comptes. Bon, maintenant, en ce qui concerne Saint-Cloud, alors attendez, il est évident avant de vous que laisser je suis entièrement d'accord avec Julien. Philippe, on lance ce ballon et on voit après. Bon, Philippe, avant toute chose, Saint-Cloud, ce matin, information de jour de galop, possible fermeture d'un site, d'où la vente de Saint-Cloud, estimée aujourd'hui, je le rappelle, à 20 millions, et moins des personnels, parce qu'on est sûr, je l'ai dit en préambule, sur la grosse réunion qui arrive, c'est dimanche, avec la journée des critériums, et moins des personnels qui s'occupent de l'hippodrome. On ne va pas se taper une grève dimanche. Donc, message de la direction, suite à l'article Paris ce jour dans Jour de Galop, message de la direction de France Gallo, expédié tout le personnel ce matin. Chers toutes, chers tous, à la suite de la publication d'un article dans Jour de Galop ce jour, la direction souhaite vous rappeler que la fermeture de l'hippodrome de Saint-Cloud ou de tout autre hippodrome de l'Ouest parisien, entendez, je pense que l'Ouest parisien, c'est quoi? C'est Auteuil et c'est Longchamp, n'est pas à l'ordre du jour. Nous sommes à votre écoute. Si vous avez des questions, bien cordialement, la direction. Donc un démenti. Donc ça aurait tendance à reprendre ce que je vous dis, Dominique. En fait, en gros, c'est une façon d'allumer le feu. Moi, je vais vous donner la version qui date d'il y a 2 jours de Arnaud de Seyssel, qui est venu à notre assemblée générale d'ailleurs et qui a été le premier de France Gallo à venir depuis 5 ans. Quand on lui a posé la question, il a dit c'est hors de question de vendre Saint-Cloud, hors de question d'arrêter, surtout dans ces conditions à 20 millions. Bon, à l'inverse, il nous l'a dit clairement, si c'est pour 200 millions, on ne parle pas de la même façon. Voilà, c'est-à-dire que le plan de... c'est quand même lui, le vice-président. Bon, maintenant, donc, ça revient à ce que je pense, c'est-à-dire, c'est une façon de mettre dans la balance avec les mesures, les mesures extrêmement négatives qui vont être prises pour les comptes, d'allumer ce feu, de dire on est capable de vendre Saint-Cloud et de fermer Saint-Cloud s'ils le font, de manière à... On reviendra là-dessus pour dire, vous voyez, on vous a entendu, on garde Saint-Cloud et tout, mais il va falloir bien vous serrer la ceinture sur le reste. Voilà ce que je pense. Écoutez, le problème qu'il y a, c'est que, bon, moi, c'est pas spécialement, ce que je vais vous dire là, c'est pas spécialement pour défendre France Gallo, hein, mais ce sont des réalités. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont pris ce train en marche. Bon, ce qui est un petit peu incompréhensible, c'est que dans l'équipe qui est maintenant en place, il y en avait beaucoup qui étaient déjà là avant. Donc, il faut pas qu'ils disent maintenant qu'ils savaient pas que cette situation risquait d'être dramatique. Bon, c'est vrai qu'ils peuvent rien faire contre la baisse des jeux, contre la baisse des enjeux et contre le système. Enfin, ça faisait un moment, Philippe, quand même, que notamment dans Radio Balance, on prévient quand même qu'on fait pas ce qu'il faut pour les parieurs. Donc mais écoute, Julien, moi, quand j'ai annoncé au mois de mars que les chiffres ne seraient pas atteints, même les 795 millions, que c'était faux, et parce qu'il y avait des bases qu'on connaît de nos joueurs, et qu'à l'époque c'était le Ramadan, et qu'on m'a répondu oui, mais c'est le Ramadan, et puis après il y aura pas les Jeux Olympiques, et puis après il y aura pas le football. Bon, maintenant, on a un constat, vous pouvez le regarder, de semaine en semaine, vous annoncez le déficit, et on va arriver à la fin de l'année, 365 jours, 365 millions de déficit. Voilà, c'est clair et net. Avec, de temps en temps, une poussée positive, mais 9 fois sur 10, les descentes. Maintenant, on va tous le subir. Et quand je vous parle de ça, c'est parce que quand on parle de dégraisser le personnel et ainsi de suite, les gens vous disent oui, mais il y a le GTHP, oui, mais il y a ceci, oui, mais il y a cela. On a des conventions collectives. Il y a obligatoirement des choses à respecter par rapport à l'État, il y a les syndicats. Bon, maintenant, je peux vous dire, à titre personnel, et tout à fait personnel, moi, j'ai rencontré là, à Deauville et même un peu avant, même à Longchamp, le jour de l'Arc,
une dizaine de personnes qui sont dans des dire entre 55 et 65 et 62 ans, 63 ans, Cœur de cible. à qui quand on leur parle en disant si on vous propose une belle somme, est-ce que vous êtes prêt à partir et à changer en faisant par exemple des conventions spéciales, et Philippe, vous revenez? il y a des très gros salaires, que ces très gros salaires, c'est pas des salaires qui sont récents, c'est des salaires qui ont été faits au fur et à mesure que les sociétés se regroupaient. Hein, que ça soit à l'époque les STIP, l'encouragement et ainsi de suite. Et à chaque fois, on a remonté la grille de salaire au niveau des plus hauts. Donc automatiquement, maintenant, avec l'ancienneté, vous avez des gens qui ont des superbes salaires. Donc, et ça, faut les négocier. On a beaucoup parlé dans votre Assemblée Générale, Philippe Faucampré, avec Arnaud de Seyssel, vous l'avez dit, mais on a également évoqué le cas des GPI. Alors je sais que vous êtes totalement contre. Est-ce que c'est le moment d'en finir avec les GPI qui quand même rapporteraient, selon certaines sources, 80 millions de résultats nets aux sociétés de course? Oui, écoutez, c'est simple. Nous, on a des chiffres. Les chiffres, ils émanent de la FNCH. À ce que je sache, la FNCH... Fédération nationale des courses hippiques, dont le secrétaire général est Pierre Des courses hippiques. Et les chiffres, donc les chiffres que donne la FNCH, elle les a par France Gallo. On a d'un autre côté les chiffres du PMU. Donc vous dites, vous avez des bons chiffres. Bon. Ah on a des preuves, et on a même donné une grille à Eric Woerth quand on l'a rencontré. Bon, maintenant, les GPI, c'est peut-être un mal pour un bien. On sait qu'ils ont ruiné les courses en Tanzanie. Ils ont ruiné les courses en Suède qui, depuis qu'ils les ont éliminées depuis 2 ans, commencent à se redresser. Maintenant, on peut continuer, hein, parce que nos parieurs, ils perdent régulièrement entre 2,5 et, enfin, on va dire entre 2,2 et 2,5% sur les retours. Bon, si on trouve ça normal, ça explique aussi une partie, hormis il y a une situation économique en France. Hein, on ne va pas se cacher. Il suffit qu'il en parle pour qu'il aille se cacher. De chez nous, du PMU, que c'est au niveau du gouvernement. Bon, maintenant, c'est à nous de combattre. Maintenant, les GPI, et c'est là que nous ne sommes absolument pas d'accord avec France Gallo, c'est que France Gallo vous annonce c'est un retour de 80 millions. Effectivement, c'est un retour de 80 millions, mais d'où il vient ce retour? Il vient qu'au départ, on leur donne 190 millions, on donne 190 millions aux GPI. Bon, pourquoi? C'est très simple. Les GPI, par leur système de jeu, c'est-à-dire en jouant avec des informateurs, des ordinateurs et ainsi de suite, ont une possibilité même c'est garanti, récupèrent 95% de leur mise, alors que nos parieurs lambda récupèrent entre 72 et 73%. Mais s'ils récupéraient 95% de leur mise uniquement, vous direz, comme moi, ça sert à rien de jouer, tu perds 5%. Sauf que dans les conventions des GPI, il y a un retour au niveau des organisateurs de paris de 24%, de 24 points. Si bien qu'au départ, on leur donne, ils récupèrent 95 plus 24 par les opérateurs, ce qui fait 119. Et là, c'est là qu'il y a la grosse ficelle qui devient une corde à nœud, c'est-à-dire que eux, en disant pour faire gagner au PMU, on vous rend 8. Bon, donc, c'est 8, donc, qui représentent ces fameux 80 millions que se gargarisent certaines personnes à France Gallo en disant on récupère 80. Oui, tu récupères 80 quand on t'a donné 190. Donc, si on ne donne pas les 190, vaut mieux pas récupérer les 80 et qu'on ne donne pas les 190. Ce qui ferait 110, lesquels 110, si on les coupe en 3, c'est-à-dire un tiers pour le PMU, un tiers pour le trot, un tiers pour le galop, ça comblerait déjà une grosse partie de des 50 qu'on cherche. Et sans compter, Philippe, je vous coupe une seconde, mais pour arriver à ces fameux 95%, ce qu'ils arrivent naturellement à faire comme taux,
imaginez, vous les sortez, ça veut dire que toutes ces prises qu'on voit sur un cheval qui passe de 7 à 4, de 7 à 5, qui font que les joueurs français finissent par délaisser le pari mutuel parce qu'il se sent complètement spolié et qu'il a plus ses repères qu'il avait avant, ce qui fait que ça redonnerait un capital confiance énorme, puisque au lieu d'aspirer du gain en permanence, ce fameux taux de retour que vous estimez à 72 et 75%, mathématiquement, il exploserait vers le haut. Et donc, du coup, au lieu que ce soit que les GPI qui fassent ce gain et qui fassent de l'enjeu, en fait, c'est la multiplicité des parieurs français et organismes étrangers autour. Le problème, c'est pas de vendre les courses françaises à l'étranger, c'est très bien. Le problème, c'est les GPI et leur taux. Donc, il vaudrait mieux redonner beaucoup plus de marge. Je veux dire, moi, je suis l'exemple précis de quelqu'un qui tient des comptes précis. J'ai perdu en 15 ans, je joue 4 fois moins. C'est très précis. Donc, les GPI, l'argent que me volent entre guillemets les GPI, c'est de l'argent que je ne recycle pas. Donc en fait, pour un joueur comme moi, c'est 4 fois moins d'investissement. Il vaudrait mieux que je joue 4 fois plus et que les GPI soient pas là et que des centaines de milliers de joueurs en France soient dans le même cas que moi. Julien, fais attention, hein, tu sais qu'il y a des petits mots qui passent. Attention, le jeu est dangereux. Exactement. Bon, pour vous finir, sur cette base-là, au résultat, l'État ne récupère que 1%, c'est-à-dire 1 million par rapport à ce qu'il y a. Bon, très bien. Maintenant, les solutions. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a qu'une solution, c'est de dire les GPI, au lieu de leur redonner 24%, au niveau des enjeux, on leur redonne 5% comme on donne à tout le monde, aux gros joueurs et ainsi de suite. À ce moment-là, ils arriveront quand même à leurs 100%. Mais la question de fond, elle est la suivante. GPI, grands parieurs internationaux. Personne ne contrôle d'où viennent les fonds. Et s'il ne faudrait pas qu'un jour, nous ayons un grand titre dans Mediapart ou dans le Canard enchaîné, mais Philippe, c'est sûr que ça va arriver. La meilleure blanchisseuse du monde. Mais Philippe, c'est une obligation, puisque pourquoi aujourd'hui le PMU, ce que vous expliquez assez bien, mais en ne donnant pas les petites lignes, les GPI, ils jouent pas directement dans la caisse du PMU, ils sont associés avec les opérateurs, ils jouent dans la caisse des opérateurs étrangers qui eux-mêmes jouent dans la caisse du PMU. Parce que sinon, vous croyez bien que le PMU il serait plus malin, ils prendraient leurs enjeux directement. Pourquoi se faire chier à rémunérer un opérateur extérieur du pourcentage? C'est bien que la règle, c'est là moi que j'en viens, c'est sûrement subtil, c'est sûrement du droit très précis, mais on en vient à contourner la philosophie du pari mutuel avec les GPI. Et pour preuve qu'on n'est pas le cul propre dans cette histoire, c'est qu'on n'accepte pas leurs enjeux directement dans la caisse du PMU, mais qu'on le fait par pays détourné. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, par contre, j'ai une information, moi aussi, ce matin. Vous savez, ils avaient des mules. Depuis qu'on leur a interdit de jouer au quintet, ils avaient ce qu'on appelle des mules. Les mules qui vont jouer pour eux dans les points de vente. Bon. Alors, ces mules ont été bloquées le jour de l'Arc. Ils n'ont plus jouer le jour de l'Arc parce que ce jour-là, ils avaient prévu quand même d'investir dans les 40 millions. Les GPI, et c'est ce qu'on disait parce qu'il y avait une cagnotte à 3 millions d'euros et ils étaient prêts pour aller choper cette cagnotte à 3 millions d'euros puisque ça venait que dans les quintets ordres, à être prêts à toutes les combinaisons possibles pour spolier les parieurs français de ces 3 millions de tirelires. Donc en fait, le sujet que j'ai abordé en 1 retrouve ce sujet-là. Bon, messieurs, les GPI, c'est bon. Voilà. On ne va pas refaire le procédé GPI. Des choses intéressantes ont été dites, et ce sera le dernier volet de votre intervention. Philippe Aucampré, c'est les suppressions, elles concernent ces modifications, ces suppressions, elles concernent les réunions PMH, Paris Mutuel, Hippodrome. Oui, qui nous a dit que par rapport à l'étude qui a été faite sur tous les champs de course de PMH, il y aurait en 2026 sur un global 100 courses d'obstacles de supprimer et je dis bien de supprimer, pas de déplacer, de supprimer, et 80 courses de plat. Mais d'un autre côté, comme cela financièrement va faire des économies, nous aurons au 1er janvier le rétablissement des allocations PMH au même titre qu'elles étaient au 1er janvier 2025 et non pas celles du 1er juillet. C'est-à-dire que dans le plan de relance, si j'ai bien tout lu, la bonne nouvelle pour les gens comme nous qui sont loin et qui courront des PMH. Dans le plan de relance, si on s'en souvient bien, c'était au mois de mai, on nous disait qu'on allait... Alors c'était
c'était assez mal rédigé, on n'y comprenait rien. Ils baissaient de 10% le nominal, mais comme ça leur permettait de garder toutes les courses. Finalement, ils vont rétablir les nominaux, Moins de courses mais ils vont supprimer les courses. Rétablis. c'est- Mais on parle en plat quand même de nominaux en province Ouais. à 3500 balles Bien au sûr. gagnant, Bien évidemment. 3250, 4000, 4500. On parle Bien vraiment de poignée de Mais, cerise. mais c'est le cas déjà, hein, Julien. Oui, non, mais c'est le Ouais, cas en plat. C'est-à-dire que par c'est- contre, regardez la ouais. différence qu'il y a entre les PMH en obstacle, et c'est pas encore pour faire la guerre plat-obstacle, mais vous n'avez pas une PMH en obstacle qui soit au niveau des PMH en plat, quoi. C'est devenu vraiment du misérabilisme, les PMH Ouais. en plat versus les PMH en obstacle, où vous allez quand même à Pompadour l'été trouver régulièrement des prix de 10 000 au gagnant, quoi. Ce que vous trouvez plus Bien du sûr, tout. non, mais il y a pire que ça. Moi, sur l'analyse que j'ai faite concernant c'est une certaine somme d'allocations qui n'étaient pas distribuées sur les 6 premiers mois de l'année, moi, j'ai fait tous les champs de courses de France où il y a eu des courses. Bon, et là, j'ai découvert sur les 6 premiers mois, on était pratiquement à 500 000 euros de non distribués. Ok. Bon, moi j'en avais profité à ce moment-là parce que c'était la période où on parlait du bien-être animal, au-delà des pistes, ainsi de suite, en disant dans cette somme-là, si on en redonnait une partie à au-delà des pistes, ça serait bien. La réponse, et la somme que je vous donne, c'est hors prime propriétaire quand il y en avait. Bon, là, la réponse de France Gallo était claire et nette. Nous gardons cette somme-là, ça nous permettra de réinvestir de reprévoir l'année suivante. Bon, maintenant, et là, par rapport à ce que tu dis par rapport à l'obstacle, tu prendras donc dans ces courses de Pompadour, de Questembert ou autres, vous verrez qu'il y a des arrivées où il y a 2 chevaux ou 3 chevaux. Donc, et le reste des allocations. Non, mais on peut comprendre qu'au moment où on sait pas où ça va. Hein. Philippe, je veux pas vous contredire, mais on peut comprendre qu'au moment où France Gallo cherche de l'argent partout, ils vont pas s'amuser à donner. Évidemment, ils ont besoin déjà de boucler un budget à peu près cohérent l'année d'après. Donc, toute somme qui peut être réallouée au budget, autrement dit, il y a plus de débord, bien au contraire, quoi. Donc, il est évident que chaque euro économisé doit être remis dans le budget des allocations, pas. Voilà. Mais le gros problème qu'il y a, c'est en plat, sur les 10 premiers entraîneurs de plat, vous avez 8 entraîneurs de province. Et en obstacle, sur les 10 premiers entraîneurs, c'est les top niveaux qui font Auteuil et qui sont dedans. Donc ça leur va également à eux. Bon, maintenant, vous savez, quand j'ai entendu la semaine dernière François Nicole dire on va au massacre, ainsi de suite. Bon, s'ils prennent pas la décision, moi j'ai commencé par l'obstacle, hein, et j'adorais l'obstacle. Maintenant, quand on regarde un peu pas les programmes, mais quand on regarde les partants, on se rend compte que les 3 ans, ils arrivent à 4 ans et demi, ils sont plus là. Les vieux, il y en a plus. Tant qu'ils prendront pas une décision ferme du style on fait pas de course on court les 3 ans à l'automne avant le mois de septembre pour les 3 ans. Ça éviterait peut-être aussi tout ce commerce qui est autour et de centraliser 5 entraîneurs, 5 propriétaires, et puis les autres prenaient les miettes. Hein. À ce sujet-là, Philippe Faucampré, Ouais. l'émission de la semaine dernière a été l'une des plus écoutées de l'année, du niveau de Gérard-Augustin Normand, du dopage ou de Jean-Claude Rouget. Et vous souhaitiez réagir par rapport à l'obstacle et à sa position dans le calendrier, Julien Philippon. Oui, non, il y a vraiment une phrase qui me sort par les yeux et qui est injuste, qui est un détournement. Alors, qu'on m'entende bien, moi je suis tout à fait d'accord pour que aujourd'hui le plat et l'obstacle s'entendent, qu'on fasse au mieux pour essayer de créer le maximum de richesse pour le repartager en 2 tiers, 1 tiers. J'ai aucun problème avec ça. Donc, qu'on me dise pas, je suis pas du tout un anti-obstacle. Par contre, il y a une phrase qui n'arrête pas de revenir, qui dit oui, mais l'obstacle c'est pas dangereux parce qu'on fait exprès de les mettre sous des mauvais créneaux. Donc, je vais vous donner un exemple très concret pour vous dire à quel point, quand vous annoncez les chiffres d'octobre, qui me fait drôlement mal au cœur, c'est que demain, donc l'obstacle, on a décidé, tous les ans, il change. Maintenant, c'est devenu la grande. Alors, tous les ans, ils essaient de brasser dans tous les sens ce qui est plutôt une bonne chose. Je pense qu'ils réfléchissent, ils essaient d'améliorer. Mais quand même, à chaque fois, c'est toujours au détriment des autres. Donc, ils ont décidé que le grand steep de Compiègne, il fallait l'avancer. Donc, ils l'ont avancé d'un week-end. Donc, tu as la réunion classique du grand steep de Compiègne demain, dans laquelle il y a 75 partants sur 8 courses. Il y a un cheval écrasé dans le quintet. On a encore fait pour la 3e fois consécutive que 14 partants dans le quintet. On a enlevé une réunion, c'est la réunion de Chantilly, où il y a quand même 2 groupes et 2 listed, qu'on a dit,
L'obstacle d'abord, donc ça vous montre bien que c'est une fausse réflexion de dire que c'est toujours l'obstacle qui trinque. Là, on a dit, hop, dehors, le Seine-et-Oise, la magnifique réunion, on l'a foutu sous l'été noir un lundi, une réunion avec 95 partants en 8 courses contre 75 demain à Compiègne. Donc, je vous explique, ça va être à peu près 2 millions d'euros d'enjeux de moins pour une réunion similaire. Et moi, je suis pas d'accord pour entendre sans arrêt que, soi-disant, on met l'obstacle dans les mauvais créneaux. Oui, c'est vrai, quand à Bordeaux, la semaine dernière, par exemple, vous avez une course à 3 partants, la personne qui fait le programme, elle est pas con, elle sait très bien que cette course a aucun potentiel en enjeu, donc elle va évidemment pas la mettre en plein milieu de l'après-midi. Et effectivement, quand dans une réunion provinciale, la course semble prédire qu'il va y avoir par le nombre de partants très peu d'enjeux, on la met sur le créneau qui fait le moins de mal. Mais entendre que Auteuil et Compiègne seraient pas dans les bons créneaux, franchement, c'est un mensonge. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se serrer les coudes, plat obstacle. Laissons à chaque créneau celui qui est capable de faire le plus d'argent prendre le meilleur créneau afin qu'il accumule de la richesse et que cette richesse soit le mieux possible redistribuée à tout le monde. Mais il faut arrêter avec cette phrase, l'obstacle n'est pas bien exposé. Je suis désolé, Compiègne et Auteuil sont parfaitement exposés. Auteuil, c'est exceptionnel, il n'y a que des samedis et des dimanches quasiment. Le mot de la fin, Philippe Ouais. Aucampré, concernant votre intervention et votre assemblée générale. Philippe Aucampré. Allô. Oui, Philippe, je vous demandais de conclure votre intervention. Oui, vous pouvez me redonner, j'ai eu une coupure de son. Non, je vous Je sais demandais pas. juste le mot de la fin par rapport à votre intervention et votre assemblée générale. Oh, écoutez, le mot de la fin, c'est qu'il faut qu'on arrive à s'en sortir, qu'on soit tous unis. Moi, suite à ce que j'ai déjà dit, suite à mes rencontres, la première chose, c'est que en haut de la tour infernale, que j'appelle Thémis, c'est mon surnom de Thémis, la tour infernale, qu'en haut de la tour infernale, ils sachent ouvrir la porte d'un côté et de l'autre, qu'ils puissent se parler, qu'ils soient unis, parce que l'avenir, pas pour demain, mais l'avenir, à mon avis, à 5 ans, c'est si on n'est pas tous unis et qu'on va pas tous dans le même sens, on regardera les courses en Afrique du Sud à la télé. Et vous savez qu'à force de ne Voilà. pas se parler, les courses, les TMR sont actuellement sous tutelle de l'État. On risque de les mettre sous curatelle et ça va être drôle pour tout le monde. Parce que réellement, dans les Bien. faits, dans ce qu'on entend des bruits qu'on a tous les uns les autres, il y a quand même toujours très très peu d'entente. Il n'y a aucune prise de conscience sur ce fait que plat 3 obstacles doivent s'unir du mieux possible. On a encore de façon extrêmement claire dans les faits. Parce que par exemple, l'exemple que je vous donne demain, si on voulait préserver, si on peut s'arranger avec le trot, on peut par exemple mettre la réunion en réunion 2 du Grand Prix de Compiègne, ou par exemple la mettre dimanche où elle était mieux. Mais on voit bien aujourd'hui encore qu'il paraît très quasiment impossible de faire des arrangements de programme trop échange contre plat obstacle, de manière à, pour les turfistes, construire le programme le plus cohérent possible. C'est toujours, malgré la merde dans laquelle on est, on sent bien qu'on ne nous rapporte pas qu'il y a d'un seul coup une grande entente, une grande prise de conscience qui mettrait tout le monde en disant, mais avec tous les gens qui bossent du matin au soir, on peut plus se permettre que nos querelles gèlent les rustines qu'on pourrait mettre sur le malade, quoi. Et on aura l'occasion, Non, mais- Julien, malheureusement, mais d'en reparler la sachez semaine tout de prochaine même et que la c'est semaine d'après. la préoccupation numéro 1 de Eric Woerth. Oui, nous, quand on en parle, on nous accuse, comme l'ont fait certains cette semaine, d'être populistes. Je ne vois pas quand un mot sur les autres actus. On peut dire que c'est fait pour Christiane Demuro, qui sera sacrée cravache d'or de l'année 2025. Vous savez que ça s'achève le 31 octobre. D'ailleurs, on n'y comprend rien, parce que c'est difficile d'aller retrouver sur Internet les bons classements. Et à ce sujet-là, ça fait l'objet du dessin de Joyeux dans le Vénard cette semaine. On apprend que Maxime Guillon quitte les agents Chiero et La Place pour aller je ne sais où. Autre info, on vient de recevoir aujourd'hui les calendriers des trophées verts et Grand National du Trot. Le trophée vert commencera chez Patrick Gratz à Écomois le dimanche 5 avril prochain. Quant au GNT, on ira à Amiens pour les preuves d'ouverture, mais c'est traditionnel. Gilles Curins, on va souvent sur un hippodrome du Nord. Habituellement, c'est pas Salon qui débute Jamais, Grand National. jamais. Habituellement, quelques jours après
la fin du meeting d'hiver. Ouais. Je sais pas, aux alentours du 5-6 mars, on attaque par Amiens, 14 étapes et on finit par Vincennes. Et on ne va qu'une fois dans le sud. On va à Marseille-Borelli, point barre. Il n'y a pas de Vivo, il n'y a pas de. Non, ça tourne Il y maintenant a dans pas le, de- dans le ouais. sud-est. C'est une Ouais. année Salon, une année Marseille-Borelli. Vivo, ça a été définitivement supprimé. Il y a quelques Voilà. années, on avait les deux hippodromes marseillais. Maintenant, Vivo, c'est tellement compliqué Et- de rendre 25 mètres avec l'évolution des courses. Voilà, il n'y a Ouais. plus, il y a Et plus on de va à Borelli. Reims, on va à Reims en octobre. On ira voir notre ami Fred Ouais. Ferraz. Frédéric à Reims. Ferraz, qu'on embrasse très fort. On pense à lui. Mais je crois que Reims, apparemment, tu l'as déjà marqué sur ton calendrier, Dominique. Il y a 2 étapes que je marque. Reims Oui. et le Croisé-la-Roche. Voilà. D'accord. Non, mais Reims, c'est pour l'eau pétillante. Ouais, le Croisé-la-Roche aussi, mais j'en profite pour aller rendre visite Ouais. aux amis. Oui, là, Avec c'est la un S. famille, c'est pas pareil. Ouais, Voilà. Donc c'est magnifique, ça coule à flot également. Allez. Merci d'être Passe- passé par passe- Radio Balance, Philippe. Passez à un bon, très passez un bon vite. week-end. Merci. Merci Julien Philippon. Bonne soirée à tous et bonne émission. Et à très À vite. bientôt. Ciao. Allez, vous restez avec nous. On va parler d'obstacles, justement, la réunion de Compiègne avec Samy Boisa et Thomas Borin, qu'on retrouve tout de suite. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. L'obstacle, c'est ce samedi sur l'hippodrome de Compiègne, dans un terrain qui sera sans doute collant parce qu'il a plu et il fait froid en plus, donc ça ne va pas sécher tout de suite. Avec Thomas Borin. Salut Thomas. Salut Dominique, bonjour à tout le monde. 3e du Montgomery avec Jolimet qui était écrasé de 4. Bravo. Bah ouais, on y a cru. Bah ouais, j'aurais mieux fait de faire comme toi. Tu vois, il manque que celui-là. Ouais, quoi, non, beaucoup. il court, ouais, il fait une super valeur. Après, voilà, Louisa l'avait dans la tête de cette course depuis un moment. Et elle a toujours cru au potentiel du cheval. Et malgré la surcharge, le cheval ça a vraiment fait une grosse valeur. Et bon, on est super content. On y allait quand même pour les places. On n'y allait pas pour gagner, mais on y allait pour une place. Et il court vraiment de première. Donc super satisfait. Mission accomplie. Et puis là, on va parler de Compiègne avec vous. Compiègne, vous avez performé en début de semaine avec 2 belles victoires, Anatole et Kimpass. Ouais, totalement, ouais. Bon, il n'y a Ouais, rien c'est tout. de plus à dire. On va essayer de faire pareil demain. Je vous laisse entre les mains de votre nouvel ami, de votre nouveau meilleur ami, Samy Boisa. Salut Thomas. Salut Samy. Donc la réunion de Compiègne samedi avec le quintet, donc le Super Top 5 sur Genibet à 15h15. Tu es associé au numéro 1 Mohican, c'est une course sur les haies, 3600 mètres pour des 5 ans. Ouais, totalement. Bah, c'est un peu une info de dernière minute, enfin pour Mohican. De base, c'était Enzo Bonnet, mais il est tombé hier. Du coup, j'ai été appelé ce matin pour le remplacer. Voilà, on est chargé, mais c'est un cheval qui a des titres, qui a déjà fait. Là, c'est que 5 ans. Je pense qu'il est, malgré ses 72 kilos, je pense qu'il est pas hors d'affaire. Voilà, je vais le découvrir, hein, mais voilà, c'est un cheval qui est assez solide dans ces courses-là. Il a contre lui, voilà, comme j'ai dit, c'est les 72 kilos. Mais je pense qu'il est compétitif, au moins pour les places. Donc, je pense qu'en fin de combinaison, faut pas l'enlever. Est-ce qu'il y a des bases dans ce quintet selon toi? Moi, j'aime beaucoup le 11. Quelle story. La ligne de Compiègne de l'autre jour, du quintet de l'autre jour à Compiègne, pour moi, elle me paraît pas si mal. Donc, du coup, il y avait le 11, Quelle story. Il y avait le 14, Tatou. Et le 13, Charmavel. Je suis un petit peu moins fan. C'est un cheval qui fait des fautes, un peu, qui est pas super sauteur. Mais bon, c'est un cheval qui a quand même de la qualité. Donc, faut pas l'enlever. Après, moi, j'aime bien le 3, Beaubourg. Voilà, cheval qui fait toutes les arrivées, qui est régulier, cheval sur lequel on peut compter. Le 2, La Délirante, avait fait des super perfs sur Compiègne à 4 ans. À 5 ans, on l'a un petit peu moins vu. L'autre jour, elle faisait sa rentrée, elle avait sûrement besoin de ça. Attention à elle, je pense qu'elle peut courir en progrès. Et il y a un cheval que j'aime beaucoup aussi, moi c'est en bas de tableau, c'est le 16, Mazarin du Berlay, qui a fait une super course 15, l'autre jour à Auteuil. Voilà, le terrain lourd, lui, ça va l'avantager. Enfin, l'état du terrain va l'avantager avec les 62 kilos. Pourquoi pas, mais en fin de combinaison, je pense. C'est le 15 Mazarin du Berlier qui est en forme, qui fait toutes ses courses. Et c'est vrai qu'avec le terrain, ça peut être vraiment une bonne chose. Pour la Délirante, numéro 2, la dernière fois, clairement, elle était pas prête, hein. Elle portait beaucoup de kilos. Là, c'est un peu plus faisable pour la Délirante, qui a montré quand même, comme tu l'as dit, beaucoup de qualité l'année dernière.
Et attention aussi, je n'ai pas parlé du 4 Kaolac, cheval qui est habitué à la province, qu'on va découvrir un peu dans ces courses-là. Mais voilà, c'est un cheval qui est très régulier, qui gagne, qui est tout le temps à l'arrivée de ses courses. C'est pas une impossibilité, donc pareil, c'est un cheval à qui il faut faire attention. J'avais été très déçu de King Park la dernière fois, le numéro 6. Alors il y avait eu le changement de monte juste avant la course, je ne sais pas si ça a eu un impact ou pas, mais qui a déjà bien fait Campienne. Alors je ne suis pas sûr pour le terrain par contre, si le terrain collant va l'arranger. Et ensuite, j'ai toujours adoré les deux Mériennes, hein, sur le 9 Kikounet et le 12 Parfum d'une Reine, qui me semble la dernière fois, c'était pas de sa faute. Hein, Oui, elle a pris la jument de Michael Serra dans les pattes, donc bon, je pense qu'elle allait reprendre aussi. Voilà pour le super top 5, c'est la 3e à Compiègne, le prix céréaliste à 15h15. La première, c'est une course pour des gentlemen sur le steep, 4100 mètres pour les 5 ans et plus. Quel est ton favori dans cette course-là? Moi, j'aime beaucoup le 9, ici à Brilly. C'est un parcours qui va lui correspondre. Je pense que l'autre jour, elle tombe en début de parcours un peu bêtement. Je pense qu'elle allait reprendre. L'autre jour, elle avait une bonne chance. Donc, j'aime beaucoup le 9 ici à Brilly. Dans cette course-là aussi, j'aime beaucoup le 6, Action Spéciale, qui a à reprendre, qui avait déjà bien fait le site de Compiègne. Donc voilà, moi j'étais parti sur 9-6 de base, entre guillemets. Et le 4 Capoud avait très bien fait Compiègne aussi. Le 4 a bien fait l'hippodrome. C'est quand même un atout quand les chevaux font bien là-bas. Et je reprendrai aussi le 2 J'ai la cote, que je connais, qui a des titres à faire valoir. Et dans une course comme ça, je pense qu'il est capable de montrer le bout de son nez. La deuxième, c'est une listed sur les 3400 mètres pour les 3 ans. Et nous avions parlé des Damoura la semaine dernière, le numéro 2, qui est avec toi, Thomas. Ouais, il court un petit peu rapproché, mais il avait fait Compiègne pour sa course de rentrée. Bon, ce jour-là, il était pas prêt, il faisait sa rentrée, il était un peu frais. Depuis, il a montré un beau visage. Moi, je l'aime beaucoup. Le cheval est resté bien, c'est pour ça qu'il est présenté là. Voilà, on y va avec des ambitions, donc j'espère que tout va bien se passer. Mais ouais, je pense qu'il fait partie des bas si tout se passe bien. Tu vas redouter Duc de Roche, j'imagine, numéro 5? Ouais, totalement. Le 5 Duc de Roche, j'aime beaucoup. Après, voilà, il y a des adversaires de taille. Hein. J'aime beaucoup aussi la ligne de Just Happy. L'autre jour, elle a fait une très bonne rentrée. Là, moi, ils l'ont monté sage. Elle a fait une belle. Enfin, elle manquait. Et moi, j'avais gagné à Compiègne avec. C'est une bonne jument. Donc, je m'en méfie aussi. Attention à Noir Wolf, pardon, qui était le 7, là, qui était deuxième l'autre jour à Compiègne, qui a déjà fait l'hippodrome. Et je me méfie aussi du 4 Malin du Matin. Oui, Malin du Matin, oui, qui a beaucoup de potentiel, mais la dernière fois, c'était pas bon. Un peu comme les chez H&M, mais ils vont peut-être remontrer un peu. Ouais, je pense qu'ils ont tous besoin un peu d'une course pour leur course de rentrée. Ils ont tous besoin, mais ils courent vite en progrès, donc voilà, je m'en méfie. La troisième, c'était le super top 5. La quatrième, c'est une listed sur le steeple pour des 3 ans. Alors, l'as métronomique, c'est compliqué d'aller contre, j'ai l'impression, dans cette course-là, Thomas. Oh totalement, il a fait impression à chaque fois. L'autre jour, il a gagné de 15 longueurs. Donc, difficile de faire sans. Pour moi, ça sera le cheval de base, surtout que les Noël Georges avant d'Azelterum, en ce moment, ils sont très durs à cogner. Donc, oui, je prendrai l'As en base. Derrière, j'aime bien le 8, Marie Cholet, qui s'est classé deuxième, justement, à 15 longueurs, certes, mais bon, voilà, je pense que c'est quand même une bonne base aussi. Voilà. Pour moi, c'est le 8. Attention peut-être au 7 Gemma Invicta, qui a fait une bonne course de rentrée l'autre jour à Fontainebleau et pareil, qui a des tirs à faire valoir. Donc voilà, j'étais parti sur As-8-7 dans cette course. Et Gemma Invicta qui était non partante à Hauteuil, c'était hier, il me semble. Donc ils ont préféré cette listed là. La cinquième, le prix Dominique Sartini sur une listed sur les Yed, 3600 mètres pour des 4 ans. Que vois-tu dans ces courses-là? J'ai bien aimé la dernière course de Reims, le numéro 5, qui est bien une course gentille en quelque sorte. Une bonne troisième Ouais, place. totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, il m'a bien plu. Pareil, c'est un cheval que j'aime beaucoup. Donc, ouais, c'est le cheval que j'aime bien, que je voyais bien. Derrière, je rajouterais peut-être l'As, le petit cheval, qui fait toutes ses courses et qui est souvent à l'arrivée, qui à mon sens a une bonne chance. Et après, pourquoi pas le 3 Capello Dino, qui vient de se classer deuxième à Compiègne aussi. Voilà.
l'élève de Noël Georges Amanda Zelterum. Et puis, s'il faut rajouter un quatrième, pourquoi pas. Bah, il y a le Siffléo J'ai hâte qui de fait sa voir rentrée. Familiar, Ouais. qui m'avait beaucoup plu quand il avait gagné. Voilà, je rajouterai le 7 Familiar en outsider, mais pour les amateurs de course cote. Et il y a la rentrée de Léo, le numéro 6, qui est la plus haute valeur de la course. À pas l'oublier. C'est le choix qui penchait à chaque fois pour finir. Je confonds maintenant, oui, c'est ça. Ouais. Et pour Cap Delodino, c'est Noël Georges, le numéro 3, disait qu'il aimait bien ce cheval. Il était battu par un autre de son écurie la dernière fois. Un inédit. La 6e, c'est le Grand Steeple Chase de Compiègne. Le groupe 2 pour des 5 ans et plus. Un groupe 2 ouvert où Celtic Warrior a remporté la préparatoire numéro 3. Ouais, bah, et le cheval, ça fait 2 fois qu'il gagne à Compiègne. Il a gagné la préparatoire. Il n'a pas de fausse note à l'automne. Le cheval, il a vraiment passé un cap, j'ai l'impression. Bah là, il s'annonce. Voilà, le cheval arrive en forme avec 2 victoires. L'autre jour, c'était vraiment très bien. Il l'a fait à la manière d'effort. Donc voilà, c'est difficile d'aller contre aussi. Il y a le 5 qui me précive. L'autre jour, qui s'est classé 2e. Et j'aime bien aussi, moi, c'est un cheval que j'adore, c'est Pistache Doré. Voilà, même si, alors je crois qu'il fait une petite rentrée. Ah non, il a fait sa rentrée l'autre jour, il est que 8e. Mais bon, de base, c'est quand même un cheval que j'aime beaucoup. C'est un cheval de groupe 1, donc voilà, je me méfie du 7 Pistache Doré. Et attention, il y a une jument que j'aime bien, moi, en bas de tableau, c'est le 8 Milan. L'autre jour, ils l'ont monté très cool, ils ont juste fait la ligne droite et elle s'est classée 5e. Elle a fait une belle perf, c'est une jument qui aime bien le terrain un petit peu collant comme ça. Donc je m'en méfierais. Et puis pareil, attention à l'As Pidemil qui vient de gagner le Grand Prix de Merano. Le cheval est en forme, donc voilà, faut pas l'oublier non plus. Qui porte quand même beaucoup de poids, 60. Ouais, il porte du poids, 60. voilà, c'est ce qu'il a contre lui. Mais c'est un cheval qui est capable de prendre une bonne place. Voilà, peut-être pas pour la gagne, mais je serais pas surpris qu'il soit 3e ou 4e, quoi. La 7e, c'est le prix de Besançon, une listed sur 3600 mètres. Sur les 5 ans et plus, avec il y a Jeu de thé, le numéro 1 qui fait ça. On n'avait qu'une seule fois cette année, c'était une 5e place. Ouais, il faisait sa rentrée dans un groupe avec les bons chevaux. Voilà, là, l'opposition un petit peu plus réduite, c'est un peu moins bon. Voilà, moi, je le reprendrai en confiance. L'autre jour, il avait sûrement besoin de ça. C'était 4300 mètres, il me semble. Là, voilà, on revient sur un 3006. C'est un cheval qui a beaucoup de rythme. 3006, normalement, il va mettre du rythme et je pense qu'il peut aller au bout ce coup-ci. Donc, moi, je reprendrai Joté en confiance. Et j'ai beaucoup aimé le 6 Brexit l'autre jour. Hein, c'était en steep, mais il a fait vraiment grosse impression dans le Richard Robert NC. Alors, c'est plus un cheval de steep, mais l'autre jour, il l'a fait vraiment de brillante manière. Il a vraiment passé un cap, ce cheval. Donc j'ai totale confiance enfin j'aime beaucoup les 2 atouts de Daniel Amélé qui à mon sens est bien armé dans cette course et le 4 Kirov qui fait toutes ses courses voilà qui vient de se casser 4e d'une bonne listade là en haie. Voilà pareil cheval qui fait toutes ses courses qui fait bien Compiègne qui s'adapte partout. Donc voilà, je pense qu'il faut le prendre. Moi, j'étais parti sur As-6-4 et en attendant de voir quand même la rentrée du 5 km illimité. Après, comme on a dit tout à l'heure, les Chaillé François Pamard ont souvent besoin d'une course. C'est pour ça que je le prendrai pas en base. Mais voilà, c'est quand même un cheval qui a montré de gros de moyens. Donc voilà, je pense qu'il est à surveiller même pour sa rentrée. Ouais, je suis d'accord avec toi pour As-6-4. Le Brexit, il m'avait vraiment surpris la dernière fois. Je le voyais Bah pas. ouais, il a surpris un peu tout le monde. On l'avait pas donné du tout dans le Richard Robert NC et puis il a fait vraiment forte impression et il le fait vraiment avec brio, avec classe. Et ouais, il m'a vraiment épaté. Donc même si c'est en vrai, j'ai hâte de le revoir. Et la dernière à Compiègne, c'est le prix Cerelli. C'est une course à condition pour des 4 ans. J'ai adoré la rentrée. On parlait chez la rentrée de Lovely Guy numéro 7 qui a bien couru à Compiègne justement. Bah totalement, je suis totalement d'accord avec toi. C'est le cheval que j'avais repéré. Il a fait sa rentrée, il débutait en steeple. Il est 4e, donc certes derrière Lorenzo Conti qui l'avait battu, mais je le pense totalement. Enfin, je pense qu'il peut totalement prendre sa revanche. Voilà, moi je prendrais le 7 Lovely Guy en base avec derrière Lorenzo Conti. C'est un lot qui tient la route. Il y a des bons 4 ans. Faut faire attention aussi au 9, Darling de Chandoux. Le 8 Galactico, il est tombé en début de parcours l'autre jour. C'est un cheval qui est dur. Pareil, faut pas on peut pas trop le retirer. En tourloupe, ça fait sa rentrée, mais ça a montré des moyens quand même.
Donc pareil, il y a un lot correct. J'ai hâte de voir cette course. Mais voilà, comme je dis, je partirai de bas, je partirai du 7 Lobligaï et de l'As Lorenzo Conti. Voilà pour la réunion de Compiègne. C'est un peu, si je ne me trompe pas, la seule réunion d'obstacles du week-end. Oui. Oui, c'est ça. Donc, merci Thomas. Voilà, moi dimanche, je vais à Saint-Brieuc, mais c'est PMH, Ah, malheureusement. mais pour ceux qui sont à Saint-Brieuc, est-ce qu'on peut te suivre ou pas? Bah, j'ai des bonnes chances, j'ai des Fabrice Fouché là, j'ai Drip du Limo qui fait sa rentrée, qui débute en steeple. Il trouve un bon engagement. Voilà, Fabrice m'a dit qu'il était bien. Il avait hésité à courir le prix Céréaliste avec. Mais bon, il y avait un lot correct, il voulait pas lui mettre trop dur. Voilà, il a opté pour le steeple de Saint-Brieuc et je pense que voilà, ça va être une très bonne chance ce week-end. Et j'ai après mardi à Fontainebleau pour Fabrice Fouché, pareil dans la grande course de haie, j'aurai Jumper d'été qui a fait une très bonne rentrée l'autre jour à Saint-Brieuc et avec qui on part avec des ambitions mardi à Fontainebleau. Très bien, merci Thomas et rendez-vous demain à Compiègne. Ouais, ça marche, merci Samy. Merci Thomas. Tout de suite, nous allons retrouver Cédric Philippe pour les réunions notamment de Saint-Cloud avec les Critériums. A tout de suite. Avec genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Le plat, c'est parti avec vous, Cédric Philippe. Salut Cédric. Bonjour, bonsoir, bonjour très chers amis, je sais même plus quel jour on est, quelle heure il est, on n'arrête jamais. Bon, il y a du turnover chez les jockeys, hein, je l'ai annoncé dans les actualités, Maxime Guyon quitte, je ne sais pas qui quitte l'autre, je ne sais pas si c'est Chéreau à la place qui quitte Guyon ou l'inverse, en tout cas Guyon s'en va chez Steve Aubry. Il pensait qu'il allait bien chez vous, dans votre petite C'est Steve Aubry qui va, je ne sais pas, je vous laisse les livres. C'est ce qu'on dit. Voilà. D'accord, mais vous savez ce qu'on dit, il y a toujours un fond de vérité. Ouais, mais bon, après, voilà. Bon, vous en êtes où? Tout va bien? Oh, mieux sera indécent. Bon, eh ben, écoutez, super. Vous avez qui? Rappelez-moi. J'ai déjà moi-même, c'est déjà beaucoup. Voilà, pas mal. Et ensuite j'ai Antonio Rani, Manon Germain, Hugo Boutin jusqu'à la fin du mois. Oui. Après, il migre dans la team Pierre-Alain, Chéreau, Giovanni Laplace, Benjamin Bramy. Il retour à l'envoyeur, c'est-à-dire qu'il était chez Benjamin précédemment. Donc, Benjamin se réinstallant et Hugo va revenir à ses côtés, ce qui est tout à fait logique. Et voilà, écoute, ça me suffit largement. J'ai d'autres projets, parallèles qu'on développera un peu plus tard. Ah bah ouais, vous êtes toujours bienvenue pour nous en parler. Je vais vous laisser en attendant entre les mains de votre nouveau meilleur ami, à savoir Samy Boisa, pour la belle réunion. C'est une belle réunion de Saint-Cloud. Dimanche, dans un terrain qui sera collant, c'est la réunion des Critériums, les derniers groupes 1 de la saison française. La belle réunion avec obligé de commencer avec le Super Top 5 chez Partenaire GML, le Quintet, c'est le prix d'élevage, Cédric, un prix d'élevage dans donc 2500 mètres pour des juments de 3 ans et plus, qui est très 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 compliqué. Quelles sont tes priorités? C'est une question de fraîcheur et d'aptitude. Par exemple, la Pouliche du Bas, c'est Pulveda, ça peut être un pari très amusant, elle a beaucoup de fraîcheur, elle arrive vraiment en forme au bon moment. Le 10 Zayana a été préparé soigneusement pour cette course-là. Le 10 Zayana me paraît être un bon point d'appui. Autant la première citée est un outsider amusant, mais c'est celle que Zayana est pour moi un bon point d'appui. Et je pense que Antonio Arani, assis sur une Queen, devrait très bien courir. C'est une pouliche qui n'a pas de fausse note, qui arrive avec de la fraîcheur et en forme à ce moment précis. Dernièrement, elle a gagné avec style à Lyon-Paris, sur une piste déjà bien souple. La tenue est là, la forme est là, la fraîcheur est là. C'est pour moi, elle devrait aller sur mon parcours, conclure dans la combinaison gagnante du top 5. Pour le seul point négatif pour le 16, c'est le manque de métier, on va dire, dans les gros. Oui, c'est un pari amusant. Je dis juste que c'est une pouliche qui est bien née, qui arrive avec de la fraîcheur au bon moment. Et elle me paraît, avec 53,5 kg, bien placée en bas de tableau. Elle peut brouiller les cartes, eu égard à des favorites qui peuvent être un petit peu défraîchies pour certaines. D'autres concurrents à mentionner, alors les deux du bois, alors Maya Star et Miala. Miala a remis le couvert, c'était à Saint-Cloud récemment. Maya Star, depuis qu'elle a remporté elle a tenté d'un peu au-dessus, non, elle a tenté des courses listed. Maintenant qu'on revient au niveau handicap, est-ce qu'on doit la reprendre? Bon, on fait comme on aime. Je vais te donner à peu près ce que je voyais. Je pense que ça va être une course sélective parce que là, c'est American Glory devrait enrouler de loin, même si elle n'a pas d'artifice cette fois-ci, mais je pense qu'elle va être montée aux avant-postes. C'est ce qu'elle fait de mieux. Ça va être une course qui va
qui va éprouver la forme et la tenue des juments. Et ça va être une course où je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'excuses. Alors, je suis obligé de mentionner Diancy, numéro 13, pour l'entraînement dans l'Aquetil. Pourquoi obligé? Pour Vincent Mutrel, je suis obligé de Ah, il est là, confiant. c'est votre vie de couple, ça, c'est encore Voilà, autre chose. il est confiant. Alors, il y a une bonne ligne en plus avec Johnny Hammer, Colgan Senora, ligne de quintet la dernière fois, donc qui va apprécier le terrain souk un peu comme tout le monde, ça, il n'y a pas de souci. Oui. Et mentionner le 7 Diala tout de même qui a remporté c'était un quintet à Dieppe et qui, depuis, reste sur une 6e et 4e place, associé à C'est un Stéphane quintet ou un top 5? Quintet, c'est pas quintet plus, vous voyez, c'est quintet. Ah, d'accord. Ouais. Et quintet, je peux le dire. Mais c'est un Le super top quintet, 5. c'est distancé, c'est ça, non? Quintet, voilà. Super top 5, c'est sur Genibet, notre partenaire qu'on D'accord. salue. Voilà. Et le 4 Golden Bell qui fait toutes ses courses dernièrement, qui est en forme. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire, Cédric, sur ce... Oh, monsieur, on est jusqu'au bout de la nuit si on commence vraiment à parler de tout. D'accord. Mais est-ce que c'est raisonnable? Non. La première, c'est le prix Glorieuse. Alors, première à 11h54, rappelez-vous. Non, 2016. surtout pour vous, hein. Oui, surtout pour... C'est vous, Samy, qui devez. Vous avez le tour à pied, de toute la technique à faire pour Canal Turf, vous avez du boulot, hein. Oui, Pour ici en Paris. avec Dominique Cordier. Donc les AQPS pour les juments de 4 et 5 ans. Alors l'USA Bambou, alors n'aura pas le même poids que la dernière fois, mais elle me semble au-dessus tout de même dans cette catégorie, le numéro 1. Elle avait été amenée au top pour Longchamp, c'est une suite logique, le terrain ne va pas la gêner. Le fait de mettre Lucas Unanime, ça me paraît cohérent, d'autant qu'en plus il la connaît puis il y aura moins de pas morts qu'avec des jockeys de plat. Donc ça me paraît un poids d'appui très solide. Du moins c'est une favorite logique. Mais qu'est-ce que vous me dites chez les Quetil? Parce qu'autant me parler des Quetil dans le quintet, on peut en parler, mais dans les QPS, c'est plutôt impérieux. Oui, Kaula, c'est une chance. Je la vois pas battre. Non, mais tu avais des informations de Vincent Mutrel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Le problème, c'est qu'il les voit tous, Vincent Mutrel. Donc, non, Kaula, oui, c'est une chance. Elle est 3e de l'USA Bambou, justement, la dernière fois. Va apprécier les terrains bien terrain lourd, en quelque sorte. Donc, oui, c'est une chance. Et derrière, la ligne de Longchamp avec, il me semble que c'était Lily Star, si je ne me trompe pas, le numéro 2. Qui a beaucoup de métiers. Donc voilà pour la deuxième, le prix Glorieuse. La première. La deuxième, c'est le prix de Belle de Nuit de 1800 mètres, un groupe 3 pour des juments de 3 ans et plus. Je vais aller sur le numéro 3, la Isla Moreres, qui a qui a bien gagné la dernière fois. Oui, ça me paraît cohérent. Le 4 Allons-y ne doit pas venir non plus à des fins touristiques, souvent son entourage, Ralph Beckett et Hector Crouch. C'est une jolie course, certes, avec assez peu de partants, 8 partants, mais force est constater que c'est ouvert. Hein. Oui. C'est difficile de distinguer le bon grain de livret. Je suis comme toi, à partir de 3 et 4, ça me paraît cohérent. Mais en cette fin d'année, on peut avoir des surprises, des pouliches un peu défraîchies, donc c'est quand même des 3 ans contre les aînés. Donc c'est quand même un rendez-vous assez hétérogène en termes de générationnellement. C'est une croisée des chemins. Et c'est très ouvert, oui, 3 et 4, mais objectivement, c'est pas une course qui va me coûter beaucoup parce que ça me paraît très difficile. Il y a Gilles également là, ce qui est une bonne chance. La troisième, le prix Perf, c'est un groupe 3 sur 1600 mètres pour des 3 ans et plus. Alors je trouve que Chibiti, numéro 5, progresse vraiment et a très bien couru la dernière fois. Oui, c'est un choix qui arrive là, en l'occurrence avec de la fraîcheur, avec beaucoup de morale. C'est un 3 ans. Le terrain ne le dérange pas. C'est vrai que c'est, à mes yeux, là aussi, un bon point d'appui. Il arrive vraiment en pleine forme au bon moment. Et il peut très bien faire. On retrouve Verbois qui fait très bien Saint-Cloud. Ce Verbois qui avait été impressionnant pour sa rentrée au mois de mars et qui ensuite n'a que partiellement confirmé. Mais là, il retrouve un tracé qu'il affectionne tout particulièrement. Son seul échec de l'année à Saint-Cloud, c'était une course où il avait eu un parcours très défavorable. Et je me garderai de condamner là-dessus. Donc voilà, j'aime bien Verbois, numéro 2, à opposer à ton préféré Chibiti, qui certes n'a que 3 ans, mais qui arrive vraiment en pleine forme. Là, ça va être une course aussi intéressante, puisque Sparkfly, qui adore Saint-Cloud, mais qui est très gauchère, devrait rester côté corde. On va voir comment les courses, si le peloton a une propension un peu à se décaler en dehors. Mais une chose est sûre, c'est que le numéro 6, Sparkfly, sera isolé côté corde, parce qu'elle est très très gauchère, et sa partenaire la laisse très souvent faire.
Et ensuite, il y a Antorus qui a fait sa rentrée 4e, qui lui est souvent 4e à Saint-Cloud. Hein, ne pas l'enlever pour, Oui. pour des top 4 ordres. Il a au moins été 4 fois 4e, lui, dans, dans des courses à Saint-Cloud. Il y a Saïd Alfal qui va devant également, donc il y aura du rythme dans cette course numéro 1, avec Sparksfly. Donc voilà. Mais c'est vrai, je suis d'accord, il y a Tom Blur, le 4, qui adore le terrain, qui adore Saint-Cloud également. Qui est meilleur que jamais à l'âge de 6 ans, c'est vrai. La 4e, c'est le groupe 1, le critérium international, c'est sur 1600 mètres pour des 2 ans, avec Puerto Rico, le numéro 6, qui après avoir porté son groupe 1 à Longchamp, il était supplémenté dans ces courses-là avec Christophe Soumillon. Est-ce que c'est sur ce qu'il a montré à Saint-Cloud, c'est pour toi la base, tu le vois répéter? Oui, a priori, oui. Ça me paraît évident. C'est le premier choix O'Brien qui est associé à Christophe Soumillon. Déjà, c'est quand même un indice fort. Après, c'est très difficile de distinguer le bon grain livret parce que Campacité a réalisé une très belle valeur l'autre jour à Longchamp, échouant de peu pour une place sur le podium. Mais autour, nous avons des O'Brien qu'on connaît fort peu et qui sont dans l'ensemble évidemment très bien nés. Je me méfierais du 5 à Hardy Warrior, mais sans garantie, puisque je les connais encore assez peu. C'est des poulains en devenir et qu'on n'a pas eu la chance pour la majorité de voir sur notre sol. Oui, Hardy Warrior pour JP O'Brien. Alors ça c'est les courses pour les O'Brien, de toute façon, que ce soit le fils ou les fils ou le père. Je suis étonné, c'est New Zealand numéro 4, c'est Wayne Lordan qui est dessus, c'est on va dire le deuxième jockey O'Brien. Donc je partirais bien de 6-4, pourquoi pas pour un top 4 ordre. Et derrière, oui, il y a d'autres. L'As peut finir. A battu le 8 a battu l'As la dernière fois. Ils peuvent très bien inverser les positions cette fois-ci, il n'y a pas de différence. Et Caporator, qui en a 2 fois gagné en France, le numéro 7, qui a déjà fini 3e de Puerto Rico, justement, en Angleterre. La 5e, c'est le prix de Flore, le groupe 3 pour des juments de 3 ans sur 2100 mètres. C'est une belle course, hein, là Oui. aussi. Hein. Très joli plateau. Hein. Une belle course qui peut être ouverte. Alors, Grand Stars a quand même bien couru dans magnifiquement bien. Le numéro 3, oui. Une chose qu'elle a fait l'autre jour, c'est une logique favorite. Tant que le terrain ne dérange pas. Donc oui, c'est ma favorite, le 3 Grand Stars, ça me paraît tout à fait évident. Elle fait très bien Saint-Cloud, elle est en pleine forme. Elle a certes été sur la brèche toute l'année durant, mais force est de constater, au vu de sa plus récente sortie, qu'elle est restée dans de très bonne disposition physique. C'est une logique favorite. Derrière, qui sont, on va dire, d'autres. Il y a le 2 qui vient de gagner à Saint-Cloud en allant devant, en étant très dur. Hein. D'ailleurs, la ligne a répété après à Longchamp. Il y a Skelett, le numéro 1, qui est la ligne également à répéter. Elle était montée dernière, celle-là. Et elle a vraiment bien fini 3e en Angleterre. Et ensuite, il y a un outsider qui peut être suffisant. Le 8 Like the Ghost, qui avait remporté Quintet à Saint-Cloud, justement. Je trouve qu'elle a très bien couru dernièrement également. Elle était loin, elle a bien fini. Elle arrive, comme tu dis, en forme en fin d'année. Oui, on a Antonio Rani qui monte une jument qui me paraît une pouliche qui est meilleure que jamais, c'est Ginalia. Ginalia, l'autre jour, j'ai eu l'impression au pavillon qu'elle allait finir sur le podium. Elle a fait un truc formidable dans une préparatoire de mémoire à Arc de Triomphe, prix Vermeil. Elle a échoué quand même de fort peu pour un meilleur classement, finissant à une longueur de survie. Si vous mettez survie là-dedans, ce serait la logique favorite. Donc Ginalia, c'est vraiment l'outsider à mes yeux amusant pour des jeux combinés. Je ne dis pas qu'elle va gagner, mais ça me paraît très amusant de la glisser sur un ticket, d'autant que le terrain va beaucoup lui plaire selon moi. Ginalia, à chaque fois on se demande mais qu'est-ce qui fout la mettre là, mais elle a fait toutes ses courses. Donc ouais. Elle progresse au fil des courses. C'est quand même assez fabuleux le travail d'Orfèvre que fait son entourage, parce que objectivement, vous m'auriez dit en début d'année qu'elle allait arriver à un tel rating, à un tel niveau, je vous aurais pas cru. Et il peut avoir du run de la course parce que le 2 va devant, et également Higher Leaves, le numéro 6, que nous avons déjà vu en France également. La 6e, c'est l'autre groupe, le critérium de Saint-Cloud, sur 2000 mètres cette fois-ci, pour des 2 ans, avec entre le français et irlandais en quelque sorte. Quel est ton préféré? Il y a Pierre Bonnard, le numéro 3, Christophe Soumillon, qui vient de bien gagner. Ouais. Il s'annonce redoutable, c'est vraiment l'attraction selon moi de la course. Maintenant, c'est une course qui va éprouver quand même la tenue. Certes, ça va pas être défoncé lourd, mais la piste va être selon moi collante, même si elle est marquée très souple pour l'instant. C'est une piste qui va être collante. 2000 mètres sur un terrain collant pour des 2 ans,
Ça va être une question de tenue, de forme du moment et de courage. Ça va être il va vraiment falloir serrer les dents au moment de l'effort. Et c'est des choses qu'on n'éprouve pas le matin. C'est vraiment en course et au moment de monter dans les tours qu'on éprouve ce genre de choses. Donc il y a beaucoup d'inconnus. Mais a priori, sur ce qu'on a pu voir en termes de qualité intrinsèque, le 3 Pierre Bonnard, c'est celui qui offre de loin les plus solides garanties. Mais voilà, il faut s'autoriser à des petites fantaisies dans ces courses-là, jouer les chevaux durs, parce que le métier et le courage sont des valeurs, selon moi, idoines et cardinales dans ce genre de contexte. C'est vrai qu'on va pas mentionner, mais c'est Critérium de Saint-Cloud, chaque année, c'est des courses dures et ils ont du mal à passer le cap après les dernières, hein, si on fait le recap sur les dernières années. Mais bon. Après, derrière, la version numéro 3, il y a le 2 Christmas Day qui a très bien couru la dernière fois face au 4 A Boy Named Susie. Et il y a Undersman qui est donc deuxième de Pierre Bonnard. Undersman, c'est le numéro 8. J'entends bien ces 4-là, en partant de Pierre Bonnard, le numéro 3. Et il y a encore une seule fois pour JP O'Brien qui est supplémenté, c'est le numéro 5. Et, pas comme l'année dernière, c'était pas la même chose, mais dans l'autre critérium, hein, s'il y avait un choix qui a couru une seule fois qui avait gagné. La 7e, c'est le prix d'élevage, nous en avons parlé, c'est le Super Top 5. La 8e, c'est l'autre, le 3e groupe de la journée, le prix Royal Oak sur 3100 mètres pour des 3 ans et plus sur 3100 mètres, je l'ai dit. Double major numéro 6 est le tenant du titre. Est-ce que tu le vois répéter? Oui, maintenant c'est un choix adéquat, hein, il n'est pas toujours non plus impérial. J'ai trouvé que dans l'arc, Arrow Eagle avait fait un truc. Certes, il n'avait pas fait la course, mais sa ligne droite avait vraiment été très convaincante. Je vois pas pourquoi il ne tiendrait pas. Et c'est en valeur intrinsèque celui qui est, selon moi, le meilleur de la course. Il y a que cette partante qui va pas avoir trop de terrain à rendre. Il va être monté, je pense, en retrait. Il va venir dans la phase finale. Mais vu qu'il y a assez peu de partants, je pense qu'il n'aura pas trop de terrain à rendre. Et pour moi, il est très amusant de l'étalonner dans ce contexte. Il peut très bien emporter une course comme celle-ci. Et je me garderai de condamner Espoir Avenir, qui a été décevant la veille de l'arc, mais ce jour-là, il a quand même eu un parcours peu favorable. Son partenaire a été contraint de démarrer le premier. Il a été né au vent, il a démarré le premier. Je pense qu'en étant plus attentiste avec Espoir Avenir, le cheval devrait pouvoir faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait dernièrement. Du moins, sa dernière sortie ne représente en rien sa juste valeur. Je suis d'accord avec toi. Et plus le terrain sera souple, mieux ça sera pour Espoir Avenir. Et alors, Seven Days Night, le numéro 3, est-ce que il te déçoit? Il est sur la pente descendante? Comment... Là, il aura tout pour lui. Il aura le terrain et la distance. Mais je le trouve moins percutant malgré tout. Je trouve qu'il manque un petit truc cette année. Il m'a un peu laissé sur ma faim. Bon, dernièrement, c'était un petit peu court, certes, mais il n'a pas été très tranchant. Oui, je le trouve moins percutant cette année. Et j'aurais bien mis un petit artifice de vous à moi. J'aurais mis une paire de peau de mouton ou quelque chose comme ça pour essayer de le concentrer un peu, parce que je le trouve un petit peu mou au moment de l'effort, un peu veule. Je suis d'accord. Voilà pour le prix Royal Oak. La 9e, c'est le prix des Haras. 2500 mètres pour des juments de 3 ans et plus. Quels seraient tes favoris dans cette course-là? Je suis très confiant qu'Hugo Boutin avec le 12 Bella Rebelle. Si c'est lourd, je pense qu'elle peut gagner. C'est une pouliche qui est en plein progrès, qui a ouvert son palmarès avec brio à Lyon. Dernièrement, le lot était supérieur, elle a fait un truc. Certes, elle affronte ses aînés, mais je le trouve pas mal placé ici. Et je serais pas surpris qu'elle fasse un numéro. Maintenant, certes, elle affronte ses aînés, hein, c'est évident, elle franchit un cap. Mais je serais surpris qu'elle ne court pas bien. Voilà. Derrière, je continue, on va dire, l'abonnement Quetil avec Caléona, mais il faut vraiment du terrain très souple, même plus. Hein. S'il y a des pluies, c'est parfait pour le numéro 8. Caléonia, il y a également Keen Approach qui court très bien, la dernière fois 4e, à Saint-Cloud. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter pour cette avant-dernière? Non, ça me paraît bien. Très bien. La 10e, c'est le prix des poulinières, toujours pour les juments de 3 ans et plus, sur 2500 mètres. Quelle est ta priorité? Ma favorite de cœur, évidemment, ce sera le 4 Lady Mana, c'est aussi Antonio Rani, une pouliche qui a gagné avec brio dernièrement à Vichy, c'était un terrain lourd. Si la piste est profonde, je pense qu'elle devrait lutter pour le succès. C'est une jument qui a été préservée en vue de l'arrière-saison. Elle arrive en pleine forme à cette période de l'année. Certes, elle a été pénalisée, elle monte un peu catégorie, mais il y a souvent à cette période de l'année, la forme prime. Et je serais déçu qu'elle finisse pas sur le podium.
Voilà, pour la réunion de Saint-Cloud, c'est dimanche, la belle réunion avec les Critériums, le Royal Oak, le dernier groupe de l'année en France. Il y a des choses à dire pour samedi. Il y a une belle réunion à Bordeaux, il faut Ah l'avouer. oui, il paraît que vous avez bien étudié, Samy, alors je vous laisse seul juge et vous allez nous donner vos cookies du jour. Ah, je ne peux pas être partout, mais j'espère que vous avez des gagnants pour nous, Cédric. Alors, terrain qui est très lourd, 4,6. C'est vrai que Ah oui, oui. c'était le cas mercredi dernier, il me semble, où c'était vraiment du. Enfin, il y a l'aptitude. Là, il n'y a pas le choix. Est-ce que tu as regardé des gagnants à nous donner ou pas? Des gagnants à vous donner? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Évidemment, oui. Évidemment. J'ai mis le Moonwolf, le 206, un cheval très dur qui devrait aimer ce contexte-là. Dans la troisième, l'Anaken, le 4, me paraît être un bon point d'appui. La quatrième, qu'est-ce que j'aime bien? Il y a Life également avec le terrain, ça peut être bien. Comment? Il y a Life et Chaopa également, si le terrain est aussi lourd. Ça n'ira pas. Du moins, je suis sceptique. D'accord, très bien. Donc après, on peut toujours se tromper, hein. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres? Je vous ai coupé dans votre élan, désolé. Bah oui, bon, je crois que c'était pour quelque chose d'intéressant, mais finalement un petit peu moins. Hein. Plus sérieusement, donc après on était sur la quatrième course. La quatrième course, on avait quoi? Le 3 The Black Sky, oui, le 3 The Black Sky, pourquoi pas. La cinquième, et j'aimais bien, un cheval du bas, peut-être, non? Pas un gypsy, le 13, oui, pourquoi pas. Après la cinquième, course à condition, il y a du pic et du carreau. Là, c'est un drôle de lot. Qu'est-ce que j'avais identifié dans cette course-là? Je suis curieux de voir le 12, Centenaire Gravière courir, parce que l'origine est une vraie origine de terrain lourd. Je vois pas Nicolas Perret faire aller à Bordeaux à des fins touristiques. Donc, je me méfierais beaucoup de ce 12 Centenaire Gravière, qui est d'ailleurs un bon cru de Bourgogne. La sixième course, le 2 Joe Spirit, me paraît redoutable. C'est vraiment une jument saisonnière qui adore ce genre de terrain et je la pense capable de pleinement se racheter ici. J'aime bien aussi le 4 Alphabia pour une cote. Et l'autre Sigo, le 7 Mannarola, devrait là aussi très bien faire dans ces conditions de terrain. La septième, j'aime bien le 3 Alexander Maximus pour une cote 703. Et la huitième, je donne ma langue au chat. Une course à 5 partants de chevaux arabes. On n'est pas nécessairement obligé de jouer. Oui, Alexander Maximus, c'était une belle note que j'avais vue, c'était au Lion d'Angers, il me semble. Oui, tout à fait. Qui avait la mémoire. Oui, c'est ça, qui avait très très bien couru et qui tente le coup au niveau handicap. Voilà pour Bordeaux. Merci, Cédric. Vous ne voulez pas de lundi, mardi, non, on est tranquille, on peut être tranquille, c'est bon? Non, ça va. Il y a un groupe 1, il y a un groupe 1 pour 2 ans à Doncaster également, mais bon, je ne vais pas vous demander. Oui, bah là, vous verrez avec M. Barbarin en live. Exactement, il y a Christophe Soumillon qui est là-bas pour Benevento Cellini. Intéressant de regarder parce que c'est la ligne avec le JP O'Brien qui court le Critérium international. Donc voilà, ça peut nous avancer un peu plus pour dimanche. Voilà, merci. Mais il y a Action également et voilà d'autres. C'est intéressant. Oui, évidemment. Je crois que vous n'alliez pas le dire. Merci Cédric. Oui, c'était un plaisir. Merci. Rendez-vous maintenant avec Alexandre Descoupman parce que oui, il y a du trop ce week-end. Il nous a fait un petit enregistrement. À tout de suite. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous et bonjour à tous les auditeurs. On va faire le papier pour les réunions trop du week-end. On a du pain sur la planche, pas moins de 4 réunions entre samedi et dimanche, notamment 2 réunions sur les pendant 2 salons de Provence, donc à domicile pour moi pratiquement. On va commencer par samedi, la première course à Salon de Provence. J'aurai 2 représentants. Le 2 Honnête Touchivon qui n'a pas eu une bonne course en dernier lieu sur les pentes de Nantes, faut pas le juger là-dessus. Il s'est retrouvé parqué à 3, c'était mission impossible. Il a repris de la fraîcheur, on a tiré un bon numéro dans la voiture, Barbara Guenet le connaît bien, elle a gagné avec, donc on en espère un rachat en tout cas, terminé parmi les 3 premiers. Le 12 Isla qui réalise une très belle saison depuis qu'il a intégré les box de Laurent Fresneau. La dernière fois, sa partenaire a essayé de le démarrer un peu fort, je pense, à Borelli. Il s'est montré fautif, c'est un cheval qui était vraiment spécial.
Là, le départ en deuxième ligne, ça va l'arranger. Le fait qu'il soit ferré, c'est sûr que ça baisse un petit peu le niveau de performance, mais je pense qu'il a déjà montré cette saison qu'il était capable de briller dans ces conditions. Donc, il a également sa place pour terminer parmi les 3-4 premiers. Il faudra battre pour moi l'As Impatientené. Impatientené qui a été très malchanceuse en dernier lieu sur les programmes de Saint-Galmier. Donc, on va dire que les deux miens peuvent finir sur le podium et que l'As est normalement une bonne favorite à condition de se sortir du numéro 1. Dans la deuxième course, épreuve réservée à la jeunesse, j'ai beaucoup aimé la qualification du pensionnat de Guillaume Gillot, c'est 98. Le numéro 10, très bien qualifié à Caen, il gagnait son lot à la manière d'effort, très bon dernier kilomètre. Un poulain bien né également, Guillaume Gillot qui veut rester à son sulky et se faire plaisir dans cette épreuve. Il faudra battre le 7 Nakadji, un poulain qui porte la casaque de Philippe Allaire qui a été placé sous l'entraînement de la famille Chauve-Lafay, qui est très en forme. Les débuts étaient bons sur l'hippodrome de Saint-Galmier battu par une Garato qui va bien. Donc voilà, ça c'est deux favoris logiques. Derrière, attention, numéro 3, Nemo Débrouillé, qui aura pour lui d'être confié à Laurent Lamazière cette fois. On enchaîne avec la troisième course du programme. L'As Mélodie Musique, c'était très bien en dernier lieu sur les pentes de Vincennes, très malchanceuse. Elle débutait sous ses nouvelles couleurs, qui avait été achetée suite à la vente, notamment des élèves de l'écurie Roussel. Attention, on se déplace avec des ambitions. Le 11 My Love Paname qui s'est montré fautif pour sa rentrée, c'était vraiment bien derrière. On sait qu'Alexandre Bonnefoy l'aime beaucoup. Donc malgré sa position délicate en deuxième ligne, il va falloir compter avec lui. Le 6 Malida qui a très bien fini en dernier lieu sur l'hippodrome de hier, qui affichait quand même un net regain de forme à cette occasion. Il va falloir compter avec elle dans cette épreuve. On enchaîne avec la quatrième course. L'hésitation est pourquoi pas permise entre le 7 l'Aventure de York qui retrouve David Becker pour l'occasion. Ensemble, ils sont tout simplement invaincus. Et il faudra battre le 9, le Lozari, qui sera mis déféré des 4 pieds pour la première fois. Il est spécial un peu comme ça, mais par contre c'était la grosse note en dernier lieu, donc attention à lui. Je pense que s'il est sage, il peut tout à fait apporter la réplique à ma préférée, le 6 ligne blanche qui a déjà bien fait sur les plantes de Salon de Provence, qui fera également partie des prétendantes sérieuses aux premières places. La cinquième course, on va racheter le 8 Kingsley, la dernière fois sur les plantes de hier. Il était parti pour la gloire quand il a fait la faute, donc là on peut le reprendre malgré un numéro un peu en dehors. Le 6 Carayan des Iris qui reste sur une victoire intéressante également. C'était sur les prenantes de Saint-Galmier. Il faisait ça de belle manière, même si c'était en apprenti. Le chrono était intéressant. Parmi les outsiders, attention aux 2 Cristobal, un cheval que j'ai souvent pris en note, qui se déplace du sud-ouest avec des ambitions. Le 3 Kawezakel qui a repris un peu de fraîcheur et qui a déjà bien fait sur les prenantes de Salon de Provence. On enchaîne avec la sixième épreuve sur la vitesse, les 2002 de Salon. Je pense que David Becker est bien garé avec le numéro 2, Girardière Mérité, qu'il découvre pour l'occasion. Elle avait bien fait cet été sur les programmes de Vichy, la vitesse elle en a, donc je pense que c'était une bonne base de jeu dans cette épreuve à battre le 3 Jasmine Winner. Jasmine Winner qui a beaucoup de speed, qui va apprécier également ce tracé réduit. Derrière, on peut garder le 4 Iron du Bocage, le 8 Jacques Aslat. On enchaîne dans la septième course. La septième course, le tandem Guillaume Gillot et David Becker qui paraît bien armé avec l'As Ivre de Toin qui alterne les deux spécialités depuis quelques temps et ça se passe plutôt bien. Derrière le 4 Arlequin il est parti de loin la dernière fois sur les podiums d'Oraison, il est battu à la fin. Il faut racheter le 12 Ibrox Park qui sera plaqué cette fois, c'était pas le cas les dernières fois. J'aime bien le 2 Galopin de Bianca qui n'a besoin de personne et qui peut pourquoi pas aller très loin sur ce tracé. On termine avec la 8e course du programme, c'est le Grand Prix d'automne. Épreuve intéressante. Alors là, Forest Gumset, c'était la grosse note sur les programmes de Grain et après sa disqualification, il a vraiment tout montré. Il va falloir sortir de ce numéro piège. Voilà, c'est le seul bémol que j'émettrai sur sa candidature. S'il s'en sort, c'est quand même un favori logique dans cette épreuve. Le 5 Galinette Bleu, qui évolue rarement déféré des 4 pieds et qui a tiré un numéro plutôt favorable. J'aurai un partant moi dans cette épreuve, c'est le 7 Gédéon d'RP. On a préparé cette course-là, on l'a couru ferré exprès en dernier lieu sur les programmes de Caen. Je suis un peu refroidi par le numéro 7 parce que j'ai pas envie qu'il fasse d'efforts en début de parcours. Maintenant, voilà, avec la bonne course, il a tout à fait sa place parmi les 3-4 premiers. Le 3 Hérode du Corta, on défère des 4 pieds, on tente le déferrage des 4 pieds avec lui.
C'est un cheval, un énorme cheval qui est pas toujours pratique. Maintenant, il est capable de très belles choses quand il est bien luné. Je me méfierais quand même du numéro 4 à Pipachin qui a rejoint l'effectif de Benjamin Guts. Voilà donc pour l'hippodrome de Salon de Provence. On aura également une réunion samedi, c'est sur l'hippodrome de Cabourg. On attaque la première course, le 14 Comina, qui sera mieux, à mon sens, sur ce profil corde à droite. J'aime bien le 9 Camélia du Corta, qui évolue totalement déféré des 4 pieds pour la première fois. Derrière, j'ai gardé la ligne de Caen, à savoir le 15 Kutaramic et le 4 Cali Primo. Dans la deuxième course, le 6 Liberté au Fort, il s'est promené à Tours, déféré des postes première fois. C'est sûr qu'elle manque de référence un peu sur le dur, mais je pense que ça peut, pourquoi pas, passer vu le style de sa dernière victoire. Derrière le 3, Larissa du Vivier, extra déféré des 4 pieds, c'est une bonne base de jeu. Le 2, Like Prayer qu'il faut reprendre. Et au 25 mètres, j'ai gardé le 12, Lacuna Sec et le 15, Lollipop Midjack. Voilà, c'est jamais facile de rendre la distance à Cabourg, mais elles en sont capables. Dans la troisième course, le 4 Heroes de Matt Kerin, qui retrouve le parcours de son dernier succès avec des ambitions. Le 5 Yazelma, qui avait gagné un quintet sur cette piste cet été. Et on va prendre également le 4 Garou Lyonnais, qui a juste été battu par Inside Spoken sur les l'hippodrome d'Anguin. La ligne est plutôt bonne. Dans la quatrième course, le 8 Lagos de Val, un fils de Viking de Val, qui a de la dureté et qui peut pourquoi pas briller d'entrée de jeu sous la selle. Le 5 Like the Wind, qui vient de montrer son vrai visage à Graine dans la spécialité. J'ai souvent pris en note le 13 Labrax du Sky, il a encore fait un truc à la Durtal. Là, on lui met la selle sur le dos, on lui associe Paul Ploquin, donc c'est également un bon coup de poker, le 10 Legend Dream, qui va vendre chèrement sa peau pour les places dans cette épreuve. La cinquième course, là, c'est Johanna du Guesclin, qui a devancé un lot de qualité l'avant-dernière fois sur les programmes de Laval. On lui oppose le 4 Joyce Dream, qui a été très malchanceuse, c'était sur les programmes d'Anguin dernièrement. La sixième course, le 15 à Midlands, qui a terminé deuxième pour sa seule sortie au trot monté. Il a 2 courses de rentrée au sulky, c'est un objectif, il ne devrait pas le rater. Ce sera une question de sagesse pour le 12 Matfaben Denje, qui montre de la qualité entre ses bêtises. Et j'aime bien le 10 My Simon, qui a laissé pas mal de regrets après sa disqualification en gain. C'était sa première sortie au trot monté. Dans la septième course, le 4 Moonstar Gilles, qui avait bien gagné à Cholet et qui ne doit pas être condamné sur son faux pas à Nantes. La note dans cette épreuve également, c'était le 11 Milka d'Essuya. Sur l'hippodrome d'Anguin, elle n'a pas pris dur en dernier lieu. On termine par une épreuve sous la selle avec le 8 Muse de Bélève, qui est estimée par Charles Cuillet. Elle vient d'ouvrir son palmarès au sulky. Elle a bien travaillé dans la spécialité, ce sera surtout une question de sagesse. Le 15 Mirmand Delfedo, associé à un homme en forme, à Sébastien Pasquier, peut aller loin. Et j'aime bien également le 16 Madison Monry, qui a terminé deuxième sur ce parcours. C'était lors de sa dernière sortie. On passe désormais à dimanche. Dimanche, nous aurons d'abord sur l'hippodrome de Salon de Provence avec un groupe 3 dans cette journée. On attaque la première course, l'épreuve réservée aux amateurs, le 4 Java Desberthes, qui a changé d'environnement. Elle a quitté les box de Didier Broyer pour ceux de Mathieu Varin suite à une tentative à réclamer. Je trouve que d'ailleurs elle courait bien ce jour-là, le chrono était bon, elle redescend un peu de catégorie dans cette épreuve. La base de la course de Gaëtan Duvivier, qui n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie, avec notamment Gisèle Ambrogio. La deuxième course, le 7 Lazuli de Guèze, qui a très bien fini en dernier lieu sur les programmes de Toulouse. On a David Becker au sulky, donc première chance. Le 3 Lovely Killy, qui a changé également d'environnement. Elle a intégré les box de Benjamin Guts, qui connaît une très belle réussite dans le sud-ouest et ailleurs d'ailleurs. Dans la troisième course, le numéro 6 Lazzaro Ellis, qui compte 3 victoires en 4 sorties depuis qu'il a rejoint les box de la famille Terry. C'est un bon droitier. Je pense qu'il peut pourquoi pas battre le numéro 5 Lots of Love. Lots of Love, qui a un très bon cheval, qui a été mis dans du coton par Nicolas Hench. Il a été arrêté après son bon meeting d'hiver. La rentrée était plutôt bonne sur les programmes de Borelli, donc ça c'est un client sérieux. Derrière, j'ai gardé le 7 Léjac Derrigue et le numéro 2 Lorenzaccio, qui avait été acheté lors des ventes mixtes de septembre. La quatrième course, on a un peu je pense que l'un des pénaux de cette réunion avec le 11 Iggy Fafa. En dernier lieu, on lui a préservé ses fers en vue de cet objectif. Le 3 Idéal d'Abil, qui a renoué avec la victoire sur l'herbe en dernier lieu. Elle va apprécier les 3000 mètres de Saint-Lon, c'est sûr. Le 10 Aisanto du Sac, et j'aime bien pour une cote le numéro 9 Instinct d'Autise. Dans la cinquième course, le 13 Jaguar du Trio
qui a fait un truc sur les programmes de Reims en dernier lieu. Je sais pas si le chrono était bon ce jour-là, mais ça a affiché 11,8 sur 2500 mètres. Donc s'il répète ça, je pense que c'est le cheval de la course. J'aime bien le 5, Jesquibel, confié à Théo Briand, qui a pas eu la bonne course en dernier lieu. Et j'aime bien le 10, Jade de Pam, qui a affronté des lots un peu meilleurs, je trouve, et qui mérite un certain crédit. La 6e course, c'est un tournoi Open des régions avec le 16 Kotki qui vient d'ailleurs remporter un tournoi similaire, c'était sur l'hippodrome de Paris. À droite, il n'y a pas de souci, donc faut rendre la distance, il y a pas mal de candidatures, mais c'est au papier la jument de classe de la course. Le 8 Cash Durzi qui sera mis D4, tout comme le 6 Crystal Dream. Attention à la Skello qui a quand même fait un numéro la dernière fois à Vincennes et qui sera intéressante à juger. Dans ce lot-là, la 7e course, c'est le Grand Prix. Le Grand Prix de cette réunion, c'est un groupe 3. Mathieu Varin, du coup, qui avait gagné cette épreuve l'an dernier avec un père Attendez-là, il va tenter de refaire pareil avec le 2 Icare de Fitz. On sait, c'est un cheval très compliqué. Voilà, il m'a dit qu'il était beaucoup mieux au travail. Il peut pourquoi pas aller devant. Donc voilà, ce sera un vrai coup de poker pour lui. Pour les plus sûrs de la course, le 11 Y de Ceylan. On a fait un peu fort en dernier lieu à Lisieux. Je trouve qu'il est mis un peu trop tôt devant. Là, à mon avis, en attendant, il va finir à coup sûr parmi les 3-4 premiers. Le 12 Inato Piergi, qui redescend de catégorie, lui qui a disputé le Grand Prix du Centre-Est. Et j'aime bien le 5 Aero Fucci dans cette épreuve. Pour ma part, j'aurai mon vieux Erigon Juppy qui va disputer donc la dernière course de sa carrière. Ça me paraît compliqué. S'il prenait une 5-6e place, j'en serais ravi. Dans la 8e course, course très ouverte, il me semble. Une course réservée aux apprentis. J'aurais dit timidement le 7 Jack Reacher, qui a bien couru en dernier lieu, alors qu'il était de retour chez Yannick Henry. Et là, Jakarta du Levant, qui retrouve Thomas Goutte, avec qui elle a déjà bien fait. On aura une réunion intéressante sur les l'hippodrome d'Anguin ce dimanche. La première, c'est une épreuve sous la selle. Je pense qu'il faut hésiter entre le numéro 9, Hold Up des Ventes, qui a fait grosse impression pour son retour au trot monté. C'était sur ce parcours, le 7 Haddock Duclos, qui rattrape le temps perdu depuis plusieurs semaines. Le 6 Jeanne Aimé, qui a bien fait au trot attelé et qui n'a plus à faire ses preuves au trot monté. Le 10 Hawaii River, qui a été préparé avec soin pour cet objectif. Et j'aime bien le 4 Instant Grave, qui est extra censé faire. Dans la 2e course, le 10 Joshua PJ court un peu tout seul, s'il bouge pas à mon avis dans cette épreuve. Qui pourra être 2e, le 5 Jamais, qui n'a pas pris dur en dernier lieu sur plus court. Et le 6 Jos MF que j'aime beaucoup, il s'est envolé sous la selle à Saint-Omer en étant pieds nus. C'est un cheval qui a également des moyens au sulky, donc gare à lui, il va peut-être y avoir une cote plutôt intéressante, mais voilà, pour la gagne, le 10 Joshua PJ. 3e course, une épreuve européenne dans laquelle je vais faire confiance au numéro 2 Velten Riesling. C'est un peu l'attraction, il a montré des moyens intéressants en Allemagne. On a fait appel à Benjamin Rochard pour ses débuts en France, il sera à pieds nus, donc gare à lui. Le 4 Eclipse Gark, qui a très bien fini en dernier lieu sur ce parcours. Et le 15 Kingstead, qui a 2 parcours de rentrée dans les jambes, c'est certainement la meilleure chance française. Dans la 4e course, Didier Broyer cède sa place pour la première fois au sulky du numéro 16 Krona Viking, qui sera confié à Mathieu Mottier. Elle est bien engagée, il y a vraiment tout pour plaire. Le 13 Ketamine Duz, qui sera mise comme lors de son dernier succès ici même, à savoir plaquer devant et déférer des postérieurs. Elle a trotté 13-7 sur les 2008 d'Anguin. Donc si elle répète ça, c'est quand même une sérieuse cliente. Et j'aime bien le numéro 14 Kamchaka, voilà, qui est au mieux comme l'ensemble de l'effectif de Philippe Daujar. Dans la 5e course, le 10 Liego, c'est vraiment un dur à cuire. Damien Bonne l'a drivé 2 fois pour une victoire inaccessible d'honneur. Voilà, s'il bouge pas, il peut mener sa tâche à bien. Derrière, je trouve que c'est pas mal ouvert. Dans la 6e course, le 5 Mayola Vedakes, qui s'est envolé à Cabourg. C'était sa première association avec Yo le Bourgeois. Le chrono était bon, 14,5 sur 2007. Faut déjà bouger un peu les pattes à un stage-là, donc elle peut tout à fait répéter. Le 10 Malili Gema, qui est invaincu en 2 sorties pour l'entraînement de Marc Sassier, mais qui débute sur le dur. Et le 6 Myrte d'Euro, une petite jument, une petite pouliche sympa, qui s'est bien allongée en dernier lieu. C'était sur ce parcours. La 7e course ensuite, c'est assez ouvert cette épreuve-là, épreuve réservée à la jeunesse. Last Night Time Marceau a bien fini pour ses débuts, c'était à corde, mais le chrono était plutôt bon. Le 3 Nébuleuse finit, attention à elle, la dernière fois elle n'était pas battue pour une place au moment de sa faute, alors que elle avait déjà fait une petite faute dans le parcours.
Le 4, Nix de la Haye, hein, qui progresse au fil de ses sorties. J'ai bien aimé la qualification du numéro 9, Nala de Smarv, qui avait gagné son lot sur l'hippodrome du Mans dans un véritable canter. Enfin, on termine par l'épreuve sous la selle avec le 10, Millésima, qui est invaincu en 2 sorties au trot monté. C'était à Caen, donc elle aura le contrat de débuter corde à gauche ici. Derrière le numéro 8, Matina de Barbe, qui est à reprendre. Le 7, Mention Grave, qui s'est envolé pour son unique sortie au monté. C'était à Biarritz, évidemment. On change de registre, mais c'est un tandem. Jean-Yann Ricard et Noël Langlois, quand ils se déplacent, ça fonctionne pourtant très bien. Voilà, on a fait le papier pour les 4 réunions du week-end. J'espère que vous avez bien pris en note tout ça. Au niveau des partants, je vous en ai dit pas mal sur les programmes de Salon de Provence. À noter que j'aurai également Héraclion dans le Grand Prix d'automne samedi. Par contre, on peut pas la déférer cette fois, donc je pense que ce sera un peu plus dur. Si on prenait un petit chèque, on sera content. Dimanche à Nantes, j'aurai Jaffard de Liton qui a rejoint l'effectif d'Antonin André. Antonin, on est plutôt satisfait le matin, mais voilà, avec lui, on est toujours un peu dans l'expectative, donc on attend qu'il nous rassure. Surtout qu'à Nantes, ça tourne un petit peu quand même, donc 3000 mètres, ça va être bien pour lui. Mais il faut surtout qu'il soit sage. Voilà, on attend de voir ce dimanche à Nantes. Voilà Dominique, écoutez, on a fait le papier. J'espère que on se retrouvera évidemment la semaine prochaine pour les partants de la semaine encore à venir. Mercredi sur l'hippodrome de Marseille-Vivo, j'aurai peut-être une nouvelle recrue qui s'appelle Joker Baudancé. Joker Baudancé qui travaille plutôt bien, à voir s'il va s'adapter au profil de la piste de Vivo. Si c'est le cas, il devrait pouvoir bien faire. Allez, à bientôt tout le monde.